il n'y a jamais rien qui est perdu en fait. Il ne faut pas perdre confiance dans ses capacités. Des noms, tu vas en prendre, c'est la vie, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Par contre, si tu n'as rien fait, tu vas pouvoir le regretter toute ta vie. Toujours faire le max avec le minimum. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire des trucs déjà extraordinaires. On se retrouve sans rien. Avec un crédit costaud sur le dos, on n'avait même pas 3 mois devant nous. On se retrouve à avoir lancé un cabinet sans logiciel, sans client, sans thune. Je vais voir le Crédit Agricole, je leur demande 10 000 balles de financement. On me dit, bah voilà, dans 3 ans, on fait 1 million de chiffre d'affaires. Le banquier, il s'est foutu de ma gueule. Et en 3 mois, on avait signé 120 000 euros de lettre de mission. Là, on sait qu'on finit l'année à plus de 20 millions d'euros. Salut Joël. Salut Alec. Comment tu vas? Bah très bien. Parfait. T'as fait un beau voyage pour venir ici, ça fait plaisir. Bah écoute, moi on m'a proposé de venir dans une destination exotique. J'ai pas dit non, forcément je suis venu tout de suite. Surtout pour faire cet épisode, on avait échangé. Ça avait vachement bien matché, donc je me suis dit bon allez, c'est l'occasion en plus, donc top. Merci pour ton invitation, c'est vraiment cool. Avec grand plaisir. Moi, en tout cas, je me réjouissais de faire cet épisode. Je vais rapidement te présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Tu es expert comptable et commissaire aux comptes. Tu as commencé ta carrière en janvier 2013. Avec ton épouse, ensuite, tu lances un cabinet donc en 2013. Signons rapidement plus d'1 million d'euros plus d'1 million de lettres de mission en 3 ans. Un exploit considérable dans le métier. On en parlera justement de comment vous avez pu mettre ça en place. Tu es aussi le CEO et cofondateur de Vision Group, qui a pour ambition de devenir Centaure, qui a été lancé en 2016. Vision est créée dans l'optique d'apporter des solutions d'avenir pour mieux accompagner les entrepreneurs, qui mêlent technologie et expertise humaine. D'abord dans le monde de la comptabilité, puis ensuite là vous avez aussi pour ambition d'avoir un scaling, on va dire, transversal avec d'autres métiers dont on parlera. Vous êtes visionnaire et leader. Tu vises à faire de Vision la première communauté mondiale de cabinets expertise comptable indépendants, mais pas que, justement. Ici, on parle aujourd'hui de plus de 100 cabinets entre la France et le Portugal, une expansion qui est prévue aussi sur d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, notamment la Belgique et d'autres, j'imagine. C'est plus de 350 professionnels aujourd'hui chez Vision. C'est assez dingue d'ailleurs. Une entrée impressionnante de plus de 250 nouveaux clients par mois, juste en France. Tu as aussi été le cofondateur d'IAD Portugal. IAD qui est aujourd'hui une de ces rares licornes françaises qui a une expansion juste dingue. Une expansion transversale sur de nouveaux corps de métier, on en parlera. Et récemment, vous avez fait une levée de fonds en Friends and Family, basée sur une valo de 20 millions pour 4 millions d'euros de levée. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Et c'est assez dingue. J'ai envie qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Merci en tout cas d'être venu ici pour cet épisode. Je pense qu'il va être très riche. Comment est-ce que tu en es arrivé dans le monde de l'expertise comptable avant qu'on démarre? En fait, je suis arrivé dans le monde de l'expertise comptable parce que j'ai foiré à la fac. Okay. En fait, la seule matière où j'étais bon, c'était en compta. Et du coup, ma tante qui était dans ce cursus-là me dit bah, écoute, lance-toi dans la compta. Donc là, je foire 2 ans à la fac en DUG. Je vais en BTS compta, je commence à bien réussir, à me retrouver dans un endroit où je me débrouillais, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que la fac, t'as pas de cadre, et quand t'as pas de cadre, t'as des gens qui décrochent complet. Moi, c'était le cas. Donc j'arrive, je vais en BTS, bon, ça se passe bien, sauf que c'est ça qui est assez drôle, enfin, je sais pas si c'est drôle ou pas drôle, après mes clients, ils vont un peu flipper pour le coup, mais c'est pas grave, ils le sauront, ils rigoleront. En BTS, j'ai eu 4 en compta, tu vois. Okay. Donc j'étais une quiche en compta, j'étais super fort dans toutes les matières générales. Et en compta, j'étais une quiche. Sauf que à un moment, bon, pour devenir expert comptable, tu es obligé de devenir quand même bon en compta parce que tu passes le bac plus 4, le bac plus 5 et la compta, c'est une épreuve éliminatoire si tu n'as pas la moyenne. Donc j'ai dû upgrader mon niveau. Et c'est comme ça que j'ai continué. Alors, c'est pareil, tu vois, je fais de la compta. J'étais étudiant. Le truc, c'est que je voulais pas aller bosser. Je voulais rester le plus longtemps à l'école. Donc en fait, je savais même pas ce que ça allait donner à la fin. Je pensais que j'allais bosser dans une banque, mais je savais pas ce que c'était expert comptable avant de commencer à bosser en cabinet. Ouais. Donc rien à voir avec... c'est pas né d'une vocation, en tout cas. C'est né vraiment d'un parcours. Et au final, quand je suis rentré dans ce métier-là, je me suis dit, par contre, dès que j'ai commencé la première semaine, je me suis dit, ce métier, il y a trop de choses à faire. Il est complètement... en retard sur tout un tas de domaines, tu vois, le marketing, l'offre que tu offres à tes clients, l'empathie, tout ça, c'était vraiment level très bas. Et je me suis dit, en fait, si tu es bon et que tu te distingues là-dedans, tu dois faire des
des scores incroyables, quoi. Ouais, cet esprit d'entrepreneur, d'identification de problématiques, de trous à combler finalement sur un marché, tu l'as toujours eu? Ça, je pense que oui. En fait, je viens d'un milieu, on va dire, défavorisé. Pour être clair, en fait, j'étais dans une des banlieues les plus chaudes de France, tout court à l'époque. Et le truc, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui m'intéressait à ce qui se passait. Tu vois, j'aime beaucoup savoir comment un pays s'est développé. J'aime bien connaître la géopolitique. Tous ces trucs-là, je m'intéresse beaucoup à tout ça. Et donc, j'avais vraiment ce côté qui était de toujours analyser et voir ce qui peut être amélioré. Et beaucoup d'ambition aussi, parce que clairement, je me suis dit, dès que je pouvais, je dois sortir des quartiers d'où je venais, en fait. Il fallait vraiment que j'ai des conditions de vie qui soient sympas, parce que quand tu as grandi dans ces endroits-là, tu te dis que tu n'as pas envie de fonder ta famille là, tu n'as pas envie que tes enfants y grandissent. Et quand tu sors de là, tu rencontres tellement de choses différentes que tu as l'impression que le monde, il est vraiment, on va dire, très différent de ce que tu as appris, quoi. Ouais. Le champ des possibles est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous a enseigné. Ok. Et justement, quand tu te formes dans la comptabilité et autres, c'est une profession très réglementée, très cadrée, et du coup on a parfois un petit peu peur de sortir du cadre, notamment, moi je l'ai vu en échangeant avec beaucoup d'experts comptables, en ayant moi-même développé un cabinet expert comptable à l'époque, où tu as le code de la déontologie, tu as l'ordre des experts comptables qui vont venir toquer à ta porte si tu utilises certains termes marketing, etc. Dès que tu sors un petit peu du cadre et que tu veux faire les choses différemment, on vient de tirer les oreilles ou autre. Comment, justement, tu as pu pénétrer ce marché de cette façon-là aujourd'hui, par exemple avec Vision, où justement, vous avez, moi en tout cas d'un œil extérieur, vous utilisez parfaitement tous les bons codes du marketing, les codes du déploiement d'un réseau, et vous apportez cette fraîcheur, ce renouveau, cette jeunesse dans ce marché qui est un petit peu, je veux dire, obsolète, ou en tout cas pas au goût du jour par rapport à bon nombre de choses, et qui des fois même vient en dégrader le service, parce que le nombre de fois où moi, pour ma part, j'ai eu des entrepreneurs au sein d'entrepreneurs.com ou de mon réseau qui me remontaient l'information du type mon expert comptable, mon comptable ne comprend pas mon quotidien d'entrepreneur, ne comprend pas mon activité, donc n'est pas en capacité de me conseiller comme il le faut, eh bien ça posait réellement problème, tu vois. Comment ça s'est passé pour vous ? En fait, pour nous, comment ça s'est passé ? Moi, si tu veux, quand je suis arrivé dans ce métier-là, comme je te disais, j'ai une particularité, c'est que j'analyse tout le temps tout. Ouais. Tu sais, j'ai un problème avec ça, j'analyse, je dors très peu, j'ai pas besoin de dormir des masses, bon voilà. Et je passe mon temps à analyser, à regarder. Donc, j'ai regardé tout ce que tu pouvais faire en déontologie, que tu pouvais pas faire. J'ai regardé ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. J'ai regardé ce qui pouvait être transposé d'autres métiers dans la compta. Et là, j'ai commencé à bosser. Après, c'est vrai que je dis beaucoup « je ». Maintenant, ça a été créé, comme je te disais aussi, tout ce qu'on a créé, ça a été créé avec mon épouse et mon meilleur ami Miana, donc Milan et Miana, les deux. Mais en fait, moi, j'ai ce côté vraiment à analyser, à regarder ce qui peut être fait ou pas. Et j'avais aussi ce côté-là qui était... je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Tu vois, et puis après, si on allait trop loin, des fois, on avait petite convocation. J'ai eu quelques convocations à l'ordre la première année, hein, d'accord, pas par rapport à des... parce qu'on n'a jamais dépassé ce qui était... les limites réglementaires. On n'a jamais dépassé les limites, exactement. Sauf que tu avais des confrères qui se faisaient des plaintes pour tout et pour rien face à nous, quoi. Complètement. Il y a un visionnaire qui s'installe, il a une offre qui déroute un peu, présent sur les réseaux sociaux, présent sur Google My Business, etc. Donc quand il y en a un qui s'installe, il y a des clients qui vont chez lui. Ouais. Et donc on avait ce problème de confrères qui perdaient des clients, qui nous envoyaient direct à l'ordre sans se remettre en question sur qu'est-ce qui fait que le client part, en fait. Donc nous, on y allait. Ce qui était assez sympa, c'est qu'à chaque fois qu'on prenait des clients, c'était jamais pour être moins cher. Donc en fait, c'était vraiment un problème de service que le client avait, comme tu le disais et comme tu l'as aussi détecté. Le client, il attend qu'on l'accompagne. On a poussé vraiment l'offre comme ça. Quand on a lancé le cabinet avec mon épouse, en fait, en gros, si tu veux, pour te dire le point où je suis toujours en train d'analyser, je regardais qu'est-ce que les clients attendaient de leur expert comptable. Et du coup,
je me suis posé la question aussi, qu'est-ce qui fait qu'ils s'en vont? J'ai fait un truc tout simple. La première année, les 3 ans que j'étais en cabinet en tant que salarié, j'ai listé pourquoi tous les clients partaient, de l'ensemble du cabinet. Et je me suis dit, dans ma lettre de mission, je vais intégrer tous ces points-là pour que les clients ne se barrent pas. Okay. Donc en gros, tu vois, il n'y avait jamais de situation qui était faite aux clients. Donc en fait, tu arrives en avril, tu dis aux clients, bah voilà, vous avez fini votre année avec tant de résultats, tant de trucs. Nous, on n'avait jamais ça, on avait une situation obligatoire. On l'imposait aux clients. Ouais. On dit, bah voilà, il y a une situation. On intégrait aussi un autre truc qui était très anxiogène pour l'entrepreneur, qui est le contrôle fiscal. Il est d'office dans la lettre de mission. On vous accompagne en cas de contrôle. Et c'est nous qui recevons le contrôleur. Et tous ces points-là, en fait, faisaient que les gens, quand ils voyaient l'offre, ils disaient, OK, en fait, eux, ils me la font pas à l'envers, il y a un prix qui est clair, il y a une offre qui est claire, et je dors sur mes oreilles, mon boulot, c'est de développer ma boîte. Donc en fait, on avait analysé, on a créé les offres comme ça, ça a super bien marché, et ça marchait tellement bien qu'à un moment, moi, je pouvais plus prendre de clients. Ouais. Et il y avait aussi un autre sujet qui était, je ne pouvais plus prendre de clients, on n'arrivait plus à absorber, à l'époque avec Mylène, la croissance du cabinet. Et pareil, moi, tu vois, il y a des gens qui... je sais pas, qui vont idolâtrer Beyoncé ou quoi, et ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est plutôt les entrepreneurs de la Silicon Valley, tu vois. Donc, je regarde ce qu'ils font. Et je me dis, bon, le problème que l'on a avec le cabinet, à l'époque, qui s'appelait Fontexa, c'est qu'en fait, il a pas du tout de scale, il n'offre pas les services qu'on va devoir offrir dans le temps. Ouais. Et on n'avait pas la taille critique pour avoir un service communication, un service tech, un service formation, etc. Et donc, de là, en fait... avec Mylène, on se dit il faut absolument qu'on trouve un moyen de croître sans intégrer les limites du cabinet traditionnel. Limite du cabinet traditionnel, en gros, c'est tu es obligé de t'associer avec d'autres experts comptables. Quand tu t'associes avec des gens, tu sais que chacun peut avoir aussi sa vision. Et quand tu t'associes avec des experts comptables, c'est encore un autre monde. Il y a, c'est particulier. Je confirme. C'est vraiment particulier. Moi, je l'avais vécu avant de lancer avec Mylène et c'est vrai que c'est particulier. Et donc, nous, on se dit, en fait, on doit trouver un moyen où tu deviens grand, mais pour autant, chaque personne va garder sa liberté, son indépendance. Elle fait partie d'un groupe, mais elle garde son indépendance. On cherche. Et puis, avril 2014, grosse rencontre avec IAD. Et je rencontre des agents IAD. À la base, l'histoire, c'est n'importe quoi, en fait. Je vais pour déjeuner avec un futur client. Donc à l'époque, on venait de lancer le cabinet en janvier 2013. Et j'ai un prospect qui m'a envoyé par un de mes clients. Et il me propose de manger avec lui à Melun, tu vois, dans le 77. J'arrive, le truc improbable. Il me dit, bon, allez, Joël, est-ce qu'on peut manger dans un grec? Bon, vas-y, on va manger dans un grec. Moi, d'où je viens, ça ne me dérangeait pas plus que ça. On va manger un kebab. Et il me dit, il y a 2 personnes qui vont se joindre à nous, c'est des agents IAD. Et il me dit, ça te dérange et tout? Je dis, non, pas du tout. Moi, je me dis, attends, il y a 2 potentiels clients, bien sûr que ça ne me dérange pas. Donc voilà. Et là, je fais un big up, parce que ces 3 personnes-là, c'était mes associés cofondateurs d'IAD Portugal après. On est devenus potes et on a créé IAD Portugal. Et dans l'autre, on a un qui s'appelle Brian. Donc, petit coucou à toi, Brian. Et Brian essaye de me faire une présentation d'IAD. On est sur la nappe, là, la nappe des Grecs en papier. Il prend son stylo, il commence à m'écrire voilà, tu gagnes tant, tac, tac, tac. Et bon, moi, je suis expert comptable. Donc, expert comptable, tu sais comment ça marche. On gagne quand même bien notre vie déjà rapidement, en fait. C'est un métier qui marche bien. Et je lui dis, OK, attends, tu fais combien de chiffres? Il me dit, là, je fais ça, bref. Je dis, t'es quoi comme statut? Il me dit, je suis en micro. Je dis, non, mais attends, moi, je vais pas arrêter expert comptable pour être en micro et être au SMIC, en fait. J'ai rien contre les gens au SMIC, mais j'ai pas fait ces études-là et bossé comme ça pour avoir un petit salaire. Et il me dit non, mais attends, en fait, le problème, c'est pas ça, c'est que il pouvait pas, en gros, tout encaisser parce qu'il était en plus en salarié, donc il devait ralentir ses encaissements. Je dis, d'accord, attends, ce que tu fais, ça va pas, il faut que tu changes de statut et tu perdras pas ton chômage, il faut que tu fasses ça. Il me dit, c'est énorme ce que tu me dis, je vais gagner beaucoup plus et compagnie. Je dis, ouais, et je lui cale un rendez-vous. Directement, il est OK, on attaque. Et il me dit, il faut absolument que tu formes mes équipes. Parce que tu sais, chez IAD, ils parrainent des gens. Ouais. Et de là, donc, il me dit, voilà, je t'organise une formation avec 15-20 personnes. Bon,
Aujourd'hui, tu me dis ça me traumatise pas. Il y a 10 ans, ça m'avait fait flipper. Je me dis, attends, je me retrouve face à 20 personnes, je suis pas habitué à parler en public. Je commençais vraiment à baliser et je lui dis, bon, écoute, je suis OK pour te faire ta formation. Par contre, je veux tout connaître de votre modèle. Donc, tu me donnes ton contrat, tu me fais une présentation d'IAD, tu m'expliques vraiment qui va être dans la salle, etc. Je veux pas avoir de surprise. Tu sais, tu reconnais mon côté analyste. Tu veux maîtriser. Voilà. Je fais la formation, gros succès. Tu vois, je fais une formation, bon, il devait y avoir une quinzaine de personnes et j'ai 5 personnes qui signent tout de suite. Je me dis, c'est énorme ça. Et en plus, je sympathise avec quelques-uns des gros leaders d'IAD. Et je vois en fait des mecs qui, en fait, en n'ayant pas eu peur de rêver, ils ont créé des choses colossales. Et je commence à comprendre leur modèle. Je me dis, attends, c'est génial leur modèle. T'arrives, chacun indépendant, mais en fait, ils sont tous dans la même équipe. Ils sont tous ultra picousés au modèle et ils sont super solidaires. Ouais. Je me dis, attends, moi, je rêve d'avoir ça. Et ça me foutait presque les boules parce que je me dis, attends, j'en récupère beaucoup en clients, j'en vois qui gagnent des sommes astronomiques, mais qui n'ont pas à gérer 50 000 embauches, qui n'ont pas à gérer 50 000 rendez-vous bilan, et qui bossent tout seuls de chez eux et qui n'ont pas de charge. La puissance du MLM. Je me dis, c'est un truc de malade. Et je me dis, j'étais jaloux. Et je voulais avoir ça dans la compta. Ouais. Et je me dis, comment on peut lancer ça? Et puis, ça n'existait pas à ce moment-là. Ça n'existait pas. Et puis aujourd'hui, tu en as certains qui ont essayé de faire, ils ont fermé parce que tu as une barrière à l'entrée, en fait. La barrière, c'est juste que tu ne fais pas un marketing de réseau sans avoir conscience que tu vas être en perte pendant au moins 3 ans. Et l'investissement minimal, c'est 1,5 million, 2 millions d'euros. Donc, tout le monde ne peut pas le faire, en fait. Ça limite tout de suite les entrées. Et de là, en fait, je sympathise avec d'autres de l'équipe qui sont devenus de grands potes entre-temps. Donc, Vadim, Karim, tout ça. Et je vais rendre une visite à Vadim à Montpellier, un gros leader d'IAD, Vadim Gouti. Et on se retrouve entre potes avec Karim Wali, Benjamin Allais, des gros leaders d'IAD et de Propertips, la filiale d'IAD qui leur apporte énormément de leads. Et de là, en fait, Karim me dit, mais pourquoi tu le fais pas en MLM? Et moi, tu sais, dans ma tête, je me dis, tu peux pas, c'est de la compta, c'est tellement réglementé, c'est mort, on va nous casser la tête, etc. etc. Et j'avais toujours en tête le modèle d'IAD qui est IAD à la carte de transaction et la délègue aux gens. Et donc, je me dis, nous, on peut pas le faire, t'as pas le droit de déléguer le droit d'exercer, t'as pas le droit, tu peux pas, sinon c'est de l'exercice illégal, tout ça. Et donc, on se dit, attends, on va le faire autrement. Nous, on va avoir une limite, évidemment, parce qu'il faut que ça soit que des comptables inscrits à l'ordre, que des experts comptables. Mais c'est pas grave, on peut le faire. Donc en fait, nous, on a cette barrière à l'entrée, mais c'est une barrière qui est pas gênante. Parce qu'au final, quand les gens rentrent par exemple chez IAD, ils doivent se former. Nous, en fait, ils sont déjà formés. Nous, on doit leur apprendre à être plus entrepreneurs, à ne pas avoir peur, ne pas avoir de limites, rêver plus grand, avoir une vie cool, tu vois, parce que c'est un truc des fois que les comptables oublient un peu dans leur vie, de célébrer. Pour le coup. Et donc, on a plus un côté à leur apprendre à profiter de la vie. Ouais. Voilà. Donc, bref, voilà, c'est un peu le parcours qui a fait qu'après Vision, ça s'est lancé, etc. Voilà. Excellent. Donc, ouais, effectivement, tu mets le point sur différentes choses qui sont très intéressantes. Pour résumer, en 2013, tu crées ton cabinet. Tu arrives à te démarquer de la concurrence en apportant une offre et une solution qui est plus poussée que la plupart des offres du marché, d'où l'importance de créer une offre irrésistible, encore on y revient. À la suite de quoi, tu identifies que tu as trop de demandes, donc tu te retrouves dans un goulot d'absorption et puis tu peux pas scale comme tu le voudrais avec ton épouse, avec qui tu es associé. Et puis du coup, tu fais la rencontre de différents agents IAD, tu te rends compte de la puissance du modèle MLM qui est bien structuré, etc., tel qu'ils l'ont fait. Donc IAD, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure MLM d'agent immobilier qui vient déléguer sa carte T, donc carte de transaction, pour pouvoir percevoir des commissions, une structure en réseau où justement on va pouvoir percevoir des commissions partielles ou totales des équipes de son réseau. Et là, tu te dis, OK, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, tu vas le mettre en place. Ce qui est aussi intéressant, effectivement, c'est que tu évoques le fait qu'ils ont déjà l'expertise métier. Donc vous devez plus leur enseigner le côté mindset, entrepreneuriat, etc. pour développer le réseau. Dans un premier temps, quand même, tu vois, tu développes pendant 3 ans ton cabinet. Donc, entre le moment où tu rencontres IAD et que tu lances Vision, il se passe plus ou moins 1 an et demi. Sur ces 3 ans, vous arrivez quand même à faire des chiffres qui sont assez
extraordinaire, quand même très beau pour un cabinet traditionnel. Qui plus est, vous êtes 2 associés. Je ne sais pas combien il y avait d'experts comptables dans la structure, mais outre la partie offre irrésistible, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait selon toi le succès de ces 3 premières années sur ce premier cabinet avant de passer à Vision? En fait, je pense que le gros succès, tu vois, il vient d'un truc qui est, comme je te disais, c'est plusieurs ingrédients en fait. Tu fais pas tu changes pas juste quelque chose et tu cartonnes, non. Nous, on avait déjà une chose qui était extraordinaire, c'est que je bossais avec Mylène. Et Mylène, en fait, en plus d'être magnifique, parce que voilà, tant mieux, j'ai de la chance d'avoir une jolie femme. En plus de ça, en fait, elle est super brillante. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'ai le côté où je suis très fonceur entrepreneur, mais elle, en fait, avec son instinct féminin, elle voit les loups à 10 km. Donc elle me dit attention, ça me paraît un peu tendu, ça c'est pas bon, etc. Donc on a toujours créé la stratégie à 2 et on était vachement complémentaires. Bon, moi je vais pas faire le modeste, mais je pense que j'ai très bon commercial pour le coup. Et Mylène très très forte en organisation, gestion des équipes, structuration. Donc en gros, moi mon boulot c'était de faire entrer du monde et j'étais focus sur ça. Donc une des clés de la réussite c'est de focuser et d'être au bon poste dans ta boîte. Ça avait été le point. Le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir créé une belle offre. Ouais. Tu en parles tout le temps, l'offre irrésistible, c'est pas quelque chose d'anodin. Si tu vends la même chose que les autres, tu auras les mêmes résultats que les autres. En fait, c'est super simple. Donc, on crée vraiment une offre qui collait avec les besoins des entrepreneurs. Et il y avait aussi, tu vois que la boîte, elle explose tous les scores que tu avais imaginés. Tu te dis, attends, il y a quelque chose à faire et comment je vais faire pour pouvoir continuer de croître. Et la chance que j'ai, c'est que donc, j'avais cette recherche de pouvoir développer de manière différente de ce qui se fait dans la profession, sans association, sans rachat de cabinet, etc. Et avec Miana, donc le 3e associé qui nous a rejoint, dès mi-2015, en fait, on se redit, bon, allez, il est temps qu'on lance un truc ensemble. Parce que Miana, c'est mon associé, un des 3 fondateurs de Vision, mais c'est avant tout mon pote d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 6 ans, donc j'aime bien dire 20 ans, mais en fait, ça fait un peu plus, tu vois. Parce que ça se voit pas à la caméra, mais j'ai plus de 26 ans. Donc en fait, on se connaît depuis pas mal de temps, et puis on s'est toujours dit, à un moment, on va créer un truc entre la compta et l'informatique, parce que lui, c'est... le côté tech. Ouais, c'est le côté tech et c'est un génie de l'informatique. C'est abusé, il voit tout le temps tous les trucs, il pense à tout. Je veux dire, je dors sur mes 2 oreilles quand je sais qu'il est là pour surveiller un truc. Donc ça, c'est génial. Et du coup, on s'est toujours dit ça et on se dit, là, avec Mylène, qui est super forte sur l'admin, la finance, l'organisation, Miana qui maîtrise comme personne la techno, et moi qui suis le commercial, etc., on a un trio qui est pas mal pour créer quelque chose de sympa. Ouais. Et là, tu vois, c'est un truc que j'aime bien aussi rappeler quand les gens veulent créer quelque chose de grand. Steve Jobs lui-même, il n'a pas créé Apple tout seul. Donc, sûrement le plus grand génie de son époque en tant qu'entrepreneur, il n'a pas réussi. C'est bien d'être entouré de gens costauds, en fait. Après, tu en as certains qui sont plus dans la lumière que d'autres, parce que le commercial doit être dans la lumière, c'est comme ça. Puis il y en a qui vendent mieux que d'autres, c'est comme ça. Mais tu crées quelque chose de grand quand tu as une belle équipe. Complètement d'accord. Donc ça a été, c'est ça qui a fait le succès. Et puis après, moi, si tu veux, je savais vraiment pas comment faire ce développement viral et je voulais pas, avec Miana et Mylène, on voulait pas lancer un truc sur de l'offre low cost en fait. Ouais. Parce que tu fais de l'abattage. Moi, c'est pas comme ça que je vois mon métier. Le succès du cabinet, il a toujours été lié le 4e ingrédient, c'est beaucoup d'empathie en face au client. Moi, tous mes collabs, je les forme. Je leur dis, tu te mets à la place du client. Quand tu vas lui envoyer une TVA à 10 000 €, quand d'habitude il en paye 2 000, tu te poses la question, est-ce que c'est normal ? C'est pas juste j'envoie un truc, c'est pas juste des chiffres, c'est pas l'école, c'est pas le Monopoly, c'est la vraie vie. Donc on se pose beaucoup de questions. Et on se met toujours à la place du client, qu'est-ce que je ferais moi, avec mes connaissances, si j'étais à sa place. Donc, ça fait beaucoup de succès pour le cabinet. Ça fait qu'on nous a recommandé non-stop. Et c'est ce qui fait que nous, dans le modèle de Vision, on ne cherche pas à faire du low-cost comme tu en as certains qui font. Tu verras jamais une pub Vision
compta à partir de 39 €, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Ouais. Parce que 39 €, moi je vais être clair, t'offres pas un vrai service. Après, tu as des gens qui veulent l'avoir, c'est possible. Mais moi, je pars pas je suis pas dans cette école-là, en fait. Pour moi, tu veux un bon truc, c'est un prix. Tu veux une belle montre, Rolex, c'est pas le même prix que Swatch. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais c'est pas la même chose. Complètement d'accord. Niveler le marché par le haut pour la qualité, c'est souvent une stratégie gagnante. Tu as évoqué un point très intéressant, c'est la complémentarité des associés. Je ne vais pas y revenir parce que tu l'as déjà très bien exprimé, entre toi la partie, on va dire, commerciale, Mylène la partie organisation, structuration, management, et puis ton troisième associé, Miana, excuse-moi, la partie tech et structuration back-end finalement aussi, qui est capitale à bon nombre d'aspects, surtout quand tu as une structure comme Vision. C'est quoi les débuts de Vision justement? Parce que là on se retrouve en 2016, donc c'est il y a presque 10 ans, 7 ans maintenant. Et comment ça se passe au début, 6-7 ans maintenant, directement ça cartonne, parce que tu évoquais le fait que les 3 premières années, au début c'est un petit peu compliqué, mais il y a aussi un point qui est super intéressant avec Vision, c'est que jusqu'à récemment vous avez fait une levée de fonds, qui plus est c'est un stage pour celles et ceux qui sont familiers aux levées de fonds, Friends and Family, donc c'est même avant les phases de seed ou série A, série B, etc. C'est la première fois que vous faites une levée de fonds, donc vous êtes autofinancé à chaque fois durant toute la journée de la boîte jusqu'ici, avec cette croissance qui est juste dingue. On parlera un petit peu de chiffres après concernant Vision dans quelques instants. Mais au départ, comment ça se passe ? Tu crées quelque chose d'innovant sur un marché où personne n'a encore osé mettre les pieds avec une structuration type MLM telle que vous l'aviez constituée. Ça implique de réfléchir à un plan de rémunération, ça implique à réfléchir à comment trouver les premières têtes de réseau, ça implique à réfléchir à plein de choses qui n'existent pas à ce moment-là, parce qu'en plus, il y a de ça, en 2016, le modèle MLM est beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant de revenir sur cette étape. En fait, quand on lance en août 2016, faut savoir qu'il y a eu un gros boulot qui a été fait en amont. Ouais. Donc Miana, lui, nous a rejoint dès octobre 2015 sur le projet. Et il a bossé d'octobre à août sans aucune REM, en fait. Bon, et voilà, alors qu'il était ingénieur informatique dans une grande banque d'affaires, donc une grosse REM, etc. Il nous rejoint pour créer la première version de notre intranet. Bon, comment ça se fait? Le truc, c'est on avait l'ambition tous les trois de faire un truc sympa pour des raisons de survie à long terme, pour créer quelque chose de beau. Ça n'a jamais été pour être les plus riches, en fait. C'est pour ça que c'est assez paradoxal, parce que aujourd'hui, la boîte, elle vaut beaucoup d'argent. On a fait une levée de fonds sur une valo qui n'est pas du tout folle, parce qu'en fait, c'était avec des amis, des gens qui m'ont permis de grandir, en fait. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Et donc, en fait, quand on lance, la chance que j'ai, c'est que j'ai bossé sur IAD Portugal. Donc, en fait, j'ai bossé sur développer un réseau en MLM dans un autre pays, sur un métier que je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris avec les meilleurs de France, peut-être d'Europe, là-dessus. Aujourd'hui, IAD, je pense que c'est la seule boîte en MLM, marketing, multi-level marketing, pour ceux qui se posent la question de ce que ça veut dire MLM, qui a une valo de plus d'1 milliard d'euros. C'est la seule, et c'est d'ailleurs une des rares licornes qui est rentable. Donc, j'apprends avec les meilleurs, avec Malik Benrijdal, le fondateur d'IAD. Moi, je dis souvent, j'ai eu un doctorat avec mes études, et j'ai eu un deuxième doctorat l'année où je participe à lancer IAD Portugal avec les autres associés, parce que j'ai eu la chance pendant presque un an de passer tous les lundis matins avec Malik en personne. Tu vois, normalement, tu n'arrives pas à le voir parce que il est super chargé, il a du boulot dans tous les sens. Et j'ai passé énormément de temps avec cette personne-là qui m'a pris énormément, qui est un visionnaire incroyable et tout. Donc, si tu veux, j'arrive pas sur Vision sans connaître le MLM. Ouais. J'ai bossé avec les meilleurs.
Tu vois, donc il y avait Malik qui était le fondateur. Ce qui est un point très important. Je te coupe, mais c'est un point extrêmement important. Sans ça, tu peux pas, en fait. Tu sais, tu peux lire tous les livres du monde. Ça va servir. Il faut lire, les gars. Il n'y a pas de problème. Il faut lire, il faut se renseigner comment fonctionnent les gens. Mais quand tu es en direct, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Donc, je bosse avec Malik, avec Vincent Morin, qui est aussi un des cofondateurs des Portugal et qui est le plus gros leader de tout IAD. Et en fait, il m'explique comment ça fonctionne. Tu sais, les gens, ils croient que le marketing relationnel, c'est tu gagnes beaucoup d'argent. Non, tu gagnes de l'argent si tu rends les gens heureux. C'est la base. Si tu rends pas les gens heureux, ça ne marche pas. Donc, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et du coup, c'est ça que j'apprends avec eux. Et j'apprends avec eux que, en étant bienveillant, en étant juste dans le partage, en fait, tu arrives à créer de grandes choses. Alors que tu sais, tu as l'impression qu'il faut être un requin tout le temps. Ouais. Il faut être malin, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser endormir, etc. C'est vrai. Par contre, il faut être droit, parce qu'un jour, sinon tu te crées des fantômes, et un jour, ça te pète à la gueule. Ouais. Donc voilà, là, quand Vision est lancée, on a la connaissance métier, expertise comptable, parce que j'avais analysé le truc dans tous les sens, la connaissance tech avec Miana, la structuration avec Mylène, et la connaissance marketing de réseau. Donc, ça se lance. Et l'autre point, c'est qu'avec Mylène, donc Miana sacrifie quasi 1 an de son temps. Mais le temps, ça vaut beaucoup d'argent, comme tu le sais. Il sacrifie 1 an de son temps pour nous créer l'intranet. L'outil qui, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. C'est un outil qui nous a permis d'avoir le crédit impôt recherche. Okay. Tu vois, c'est quand même une grosse fierté, parce qu'on est un des rares, ou peut-être même les seuls, à avoir le crédit impôt recherche dans le monde de la compta. Il faut quand même réussir à le faire, quoi. Et par contre, avec Mylène, voilà, nous, on fait aussi autre chose, c'est qu'on avait créé notre cabinet qui avait bien marché, et là, on fait une LBO en interne. En gros, on se revend le cabinet nous-mêmes, un peu plus de 1,2 million, quoi, et on fait tapis, on remet tout dans la boîte. Donc les gens, ils disent, ils sont complètement fous, ces deux-là, parce que t'as aucune certitude que ça va marcher. Tu vois, donc on met 1,2 million, mais c'est aussi quelque chose qui fait que quand tu as mis ça, tu tapes le crédit qui est en face. Tu n'as pas le choix que de réussir. Tu sais, c'est un peu comme dans Apollo 13, l'échec n'est pas envisageable. De toute façon, on ne va pas lâcher. Et donc, en fait, c'est ces ingrédients qui ont fait qu'on a réussi. On a mis beaucoup d'argent, beaucoup de sueur. On avait quand même une équipe formidable avec Mylène, Miana. Et puis en plus, tous mes potes d'IAD qui m'ont donné des coups de main énormes. Créer les plans de rémunération, comme tu sais, c'est quand même particulier. Animer les équipes, tu vois, ils sont venus nous donner des formations aux premiers membres et tout ça, montrer leurs chiffres et tout, ils ont été vraiment extraordinaires et je les remercie encore là-dessus. Et on a mis beaucoup d'argent. Et pour nous, c'est pas... tu sais, des gens ils peuvent se dire, 1 million, c'est pas beaucoup, et c'est ça. Nous, à l'époque, on pouvait se foutre dans la merde tout court. Ouais. Donc on les a mis et on a pris ce risque monumental. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, quand on me dit, t'as peur qu'on te copie, vas-y, fais. Si tu me copies, c'est que le modèle, il est bien et c'est qu'il y a du marché, donc c'est pas très grave. Puis on avance bien, donc c'est pas... Ouais. Tu évoquais le fait que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans tous les cas et que finalement, vous êtes là. Et moi, je dirais même que ça vient même éduquer le marché et permettre ensuite à ces gens éduqués de s'orienter vers la solution la plus... je ne vais pas dire la meilleure parce que c'est subjectif, mais en tout cas la plus adaptée aussi à leur situation, à leurs envies. Et souvent, c'est se retrouver à travailler avec le leader du marché, chose que vous êtes actuellement et que je pense que vous allez rester. En tout cas, je te le souhaite. Aujourd'hui, justement, en termes de chiffres, Vision, c'est quoi en termes de chiffre d'affaires, en termes de lettres de mission, en termes de collaborateurs qui sont sous Vision? Si tu peux nous communiquer quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'expansion actuelle. Alors nous, en fait, on a eu une très très grosse croissance jusqu'à fin 2022. Fin 2022, grosse nouvelle, on fait une levée de fonds. Et en fait, cette levée de fonds, elle nous fait aussi avancer sur une restructuration. Donc en gros, je fais un peu cash, mais on fait un peu de ménage. D'accord. Donc on invite certains cabinets à sortir. Ok. Voilà, parce que... pas de vision commune, problème avec des clients, des machins. Donc nous, on voulait vraiment avoir... on sait que pour grandir, il fallait que tout soit propre tout le temps. Donc voilà, on fait un peu de ménage. Donc le premier semestre, c'est flat en termes de croissance. Là, ça repart. Et
Aujourd'hui, donc on finit l'année à je pense qu'on finira une bonne centaine de cabinets entre la France et le Portugal. Nous, la particularité, c'est que qu'on augmente ou pas en nombre de cabinets, on augmente énormément le chiffre d'affaires quand même, parce que les cabinets qui rentrent n'arrêtent pas de croître. Et la particularité autre aussi, c'est que donc Vision, quand on a créé l'offre pour les cabinets, parce que donc Vision, en fait, c'est une plateforme qui offre tout un tas de services aux experts comptables. En gros, on permet aux cabinets indépendants d'avoir les mêmes outils qu'un grand cabinet. Un service communication, un service tech, etc. Quand on crée l'offre, en fait, tu connais le monde de la compta, donc tu vas encore mieux comprendre que beaucoup de monde. Moi, j'ai à ce moment-là 8-9 ans de moins. J'ai mon cabinet qui est dans le 77, dans une bourgade de 2000 habitants. Truc paumé. Je connu de nulle part. Et je lance un réseau. On lance un réseau. Donc là, je vais voir des cabinets installés. Les mecs, ils me disent, bon, écoute, t'es gentil, t'es mignon, t'as de l'ambition, c'est bien, t'es vachement sympa. Viens me voir quand tu tiens la route. Tu vois, parce que tu vas voir des gens, tu leur dis, j'ai un réseau à vous présenter qui est top, c'est le futur de la profession. On s'est pris un paquet de portes de malades. Et par contre, on se rend compte que notre offre intéresse beaucoup les jeunes diplômés, les gens qui n'ont rien. Ils disent, je vais rentrer chez Vision, ça va m'aider à développer ma clientèle, etc. Donc nos premiers membres, ce sont quasiment que des jeunes experts qui se lancent. Et ce qui nous a permis de créer une offre qui est extraordinaire pour ces gens-là. Tu vois, d'ailleurs, tu as des réseaux qui sont lancés derrière, qui ciblent que les jeunes diplômés, mais rien qui, désolé pour les concurrents, mais aujourd'hui, rien qui ne vaut ce que l'on fait. Parce qu'on a de l'avance, on a eu le temps de travailler beaucoup, on a les moyens. Bon, voilà, c'est sûr que ça nous facilite maintenant aujourd'hui la vie. Mais donc, quand on lance, on n'a que des jeunes diplômés, donc des gens qui démarrent de zéro. Donc en fait, on doit les former à trouver des clients. Ouais. Okay, donc ça a été jusqu'à quasi fin 22. En début 23, en fait, on pousse nos offres pour les cabinets déjà existants. Donc tout au long de l'année, là, on a amélioré nos offres. C'est pour ça qu'on a levé des fonds. C'est pour avoir des offres qui collent aussi avec les besoins des plus gros cabinets et pour pouvoir accélérer notre déploiement international. Donc on crée une offre qui colle avec les cabinets existants et donc maintenant, en fait, notre chiffre d'affaires croît de manière très rapide parce que tu as des cabinets qui font 400, 500, 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui rejoignent Vision. Ouais. Donc ça change complètement la donne. Donc on va beaucoup plus vite qu'avant. Donc ça, c'est cool. Et l'autre particularité, c'est que nous, en fait, si tu veux, on doit forecaster à 3 à 6 mois à l'avance. Parce qu'un expert comptable, déjà, quand il nous rejoint, souvent, il est en poste. Si c'est un jeune diplômé, il est en poste. Donc avant de quitter son boulot, c'est un cadre. Il a au moins 3 mois. Plus, il a le temps de s'inscrire à l'ordre. Donc ça reprend encore 2 mois. Donc nous, on doit forecaster quasiment 6 mois à l'avance. Mais ce qui est bien dans ce qu'on fait, c'est qu'on a un track record qui nous permet de savoir, tiens, un jeune qui rentre. Chez nous, c'est simple. La moyenne de la profession, un jeune qui se lance, c'est 60 000 euros de lettre de mission signée la première année. Chez nous, c'est 124 000 euros. Okay. Ça, c'est la stat de l'année dernière. Donc, qu'on est en train de travailler pour 1 million. On aimerait bien finir à 152 000. Ça fait 1 million d'anciens francs. Voilà. Même si j'ai vécu qu'avec les euros, je ne suis pas si vieux que ça non plus, mais c'est un peu un petit truc symbolique, tu vois. Et du coup, on a fait comme ça. Donc, en fait, nous, ça nous permet de forecaster. Donc, pour répondre à ta question sur les chiffres, pour être plus clair, là, on sait qu'on finit l'année à plus de 20 millions d'euros de portefeuille client. On redémarre l'année suivante avec plus, parce que tu as tes clients que tu as déjà, et tu as tous les clients qui commencent avec toi en janvier, parce que tu en as plein qui ont résilié ailleurs et qui commencent avec nous en janvier. Donc, en général, on sait qu'on commence à minima à 24-25 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que c'est en général au moins 20% de plus au kick-off du lancement de l'année, avec comme grosse particularité, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, pareil, on n'avait que des cabinets qui intégraient Vision, mais on se rend compte de quoi? Que les entrepreneurs, ils attendent beaucoup plus que ça de leur expert comptable. Aujourd'hui, ils attendent, ça va de la petite prestation à la prestation de très haut niveau. Donc, par exemple, ils attendent que tu sois limite là pour ouvrir le courrier et regarder, lire le courrier, voir ce que c'est, si c'est important, pas important. Donc, ils attendent de l'assistanat administratif. Ils attendent aussi beaucoup de consulting. Tu vois, parce que tu as beaucoup d'experts qui se vendent un peu différemment maintenant. Tu as quand même une grosse nouvelle génération qui a beaucoup changé. Et je pense qu'on a participé à changer un peu les mentalités. Pour le coup, avec d'autres cabinets innovants, mais je pense qu'on a participé.
Et en fait, donc les experts aujourd'hui vendent plein de choses différentes. Ils te vendent de la cybersécurité, ils te vendent du DAF externalisé, etc. Et tu as des clients qui attendent ça. Mais ils attendent que tu fasses la mission traditionnelle de faire de la compta, le bilan, la TVA, le réglementaire. Ils attendent d'autres choses. Et par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'expert comptable n'est pas toujours formé à le faire. Tu vois, souvent, même, il ne sait pas faire. Ouais. Moi, je veux dire, tu viens me dire, faut faire un audit de cybersécurité. Honnêtement, je suis bien calé en informatique. D'ailleurs, on m'appelle Iron Man pour te dire, ça c'est marrant. Au bureau, ils m'appellent comme ça. Mais je ne vais pas te faire un audit de cybersécurité. Par contre, tu as des gens qui savent faire. Donc, nous, on s'est dit, on doit trouver des gens aussi qui vont répondre aux besoins des entrepreneurs sur du consulting. Et en plus, on a une capacité énorme. On détecte les besoins des gens. Tu vois un client qui a un site internet qui est à l'ouest. Tenez, tiens, j'ai un consultant pour vous, il va vous donner un coup de main. Tu vois un client qui a des failles de sécurité importantes, attendez, on va faire peut-être un silo de cybersécurité, etc. On détecte, etc. Donc on s'est dit, à force, on détecte et on envoie dans la nature, on doit arrêter ça. Ça doit rester dans le groupe Vision. Et enfin, en fait, on se rend compte aussi que nos clients, ils ont parfois besoin de plus d'accompagnement. Mais tu sais, pas de l'accompagnement comptable. Ils ont besoin d'un soutien moral, d'un soutien stratégique. Et là, on se dit, tu as aussi des experts qui sont bons pour le faire, mais tu en as aussi qui ne savent pas faire. Ouais. Et donc, on crée une autre branche qui est coach et formation. D'accord. Où on a d'ailleurs obtenu le Calliope, du coup, donc c'est plutôt cool. Et donc aujourd'hui, en fait, quand tu es chez Vision, tu es expert comptable, tu peux parrainer quelqu'un qui est assistant administratif, tu peux parrainer quelqu'un qui est consultant informatique ou DAF externalisé ou quoi. Tu peux parrainer aussi un coach. Ça, c'est à partir d'octobre. En fait, on veut vraiment devenir la maison de l'accompagnement global de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, tu vois, si on dit on a 100 membres cabinet, demain, on va avoir 300 membres peut-être, et ça ira beaucoup plus vite parce que ça ouvre tout un tas de possibilités pour nous. On va avoir peut-être 150 cabinets, 50 assistantes administratives, 50 coachs, etc. Donc là, on devient une vraie boîte de marketing relationnel pour le coup. Excellent. Donc, tu crées différentes transversales, différentes business units finalement, qui reposent sur le même modèle de rémunération ou de structuration du MLM. Comment ça marche si, par exemple, je suis, que ce soit consultant, coach, DAF, assistant administratif ou comptable, pour rejoindre Vision? Combien ça coûte potentiellement? Est-ce que c'est un système de partage de revenus? Est-ce que j'ai accès à différentes ressources? Et puis derrière, il y a une rétribution, que ce soit pour Vision, mais aussi pour la personne qui m'a parrainé. Ça peut être intéressant de zoomer là-dessus. De toute façon, tu sais, souvent quand on dit... tu as des gens qui disent, voilà, moi, je te fais payer 2%, mais à 2%, tu n'as rien. Nous, en fait, on n'est pas dans cette optique-là. On a dit, on vise à avoir un service de qualité, donc il y a un prix. Pour rejoindre Vision, déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu sois parrainé par un membre. Parce qu'en fait, le parrain va avoir un rôle fondamental, il va t'accompagner dans la réussite. Et il faut que ça matche bien avec la personne qui te parraine. Parce que si tu peux pas voir ton parrain, ou le parrain n'arrive pas à voir son filleul, pour raison X, Y et Z, ça ne marche pas. Donc il y a cette nécessité de parrainer et parrainer des gens que tu as envie d'aider. L'autre chose, c'est que une des autres règles de Vision, c'est que tout le monde a exactement les mêmes droits. C'est pas parce que tu es arrivé il y a 7 ans ou que tu arrives aujourd'hui que tu vas avoir moins de droits que l'autre. Tu rentres. Si tu as bien fait ton site internet, tu as bien renseigné tes fiches Google My Business, etc., tu vas recevoir autant de leads que les autres. Il y a pour tout le monde pareil. Et quand on va dans tout le monde pareil, ça veut dire que, je disais tout à l'heure, un expert comptable peut parrainer d'autres métiers, mais une assistante administrative veut très bien parrainer aussi un expert comptable. En fait, c'est dans les deux sens. Tout le monde peut parrainer. Bon, ça, c'est les premières règles. Ensuite, nous, le modèle, comment il fonctionne? On est là pour offrir un cabinet comptable ou à une entreprise de service aux autres entreprises un environnement pour travailler. Donc cet environnement, je le disais, c'est tout un outil informatique qui permet qui va du CRM jusqu'au recouvrement des honoraires, qui permet aussi d'organiser ton travail, qui te donne toute la suite bureautique, ton adresse mail, tu vois, tout un truc bien, bien sérieux pour avoir ta boîte en 24 heures. Donc on offre ça. On offre
on reçoit énormément de leads. Donc les leads, on les distribue. Donc on a un service commercial. Ce service commercial va à la fois les signer des partenariats avec de grandes enseignes pour qu'on rentre davantage de leads, va former les gens à transformer les leads. Parce que pareil, si tu t'envoies plein de leads à quelqu'un qui ne sait pas transformer, à un moment, c'est pas bon pour nous non plus. Donc on forme aussi les gens. Donc je récapitule, digital, marketing, commercial, marketing. Le marketing, il nous sert à être visible. Visible, ça sert à quoi? Ça te sert à, quand tu es connu, tu vends mieux. C'est comme ça. Hein. Si ta marque, elle est connue, tu vends plus cher. Je veux dire, c'est pour ça que KPMG vend plus cher que le cabinet indépendant. Ils ne sont pas forcément meilleurs, mais leur marque a fait qu'ils vendent plus cher. Donc nous, on aide avec ce marketing à vendre plus cher. Et on aide aussi à régler, et en tout cas à limiter le plus gros problème de la profession actuelle, qui est le recrutement de collaborateurs. Nous, on a une image qui est sympa. On a une image qui est innovante. On a une image du cabinet qui te fait grandir. Donc, ça limite aussi ces problèmes de recrutement. Donc, ça sert à ça, le marketing. La quatrième branche, parce que notre écosystème, il a 5 grandes branches, c'est fournir de la formation. Parce qu'en fait, sans formation, t'es pas bon. Tu sais, bon, je suis d'origine portugaise, pour ceux qui n'ont pas compris avec mon nom. Et je dis tout le temps dans Vision, tu as 4 grandes briques qui sont le digital, le marketing, le commercial et le marketing relationnel, le MLM. Et tout ça, en fait, ça tient par le ciment qui est la formation. Donc les gens, ils comprennent tout de suite mon parallèle avec le brique, ciment, portugais. Bon, voilà. Donc on a la formation qui est vraiment super importante parce que c'est là où on change le mindset de nos membres. On leur apprend à arriver plus grand et on leur apprend à aller chercher plus grand. Ouais. En tout cas, à obtenir ce qu'ils veulent pour être heureux. Et le dernier point, c'est le marketing relationnel, où là, ce qui est assez génial, c'est que le marketing relationnel fait que ton filleul, s'il cartonne, toi, tu cartonnes. Parce qu'il y a une partie du chiffre d'affaires de ton filleul qui te revient. C'est un modèle méga vertueux. Donc, c'est contrairement à l'entreprise traditionnelle où tu n'as pas forcément envie que ton subalterne il soit meilleur que toi. Là, dans le marketing relationnel, c'est l'inverse. Et en plus, il n'y a pas de lien hiérarchique. C'est pas ton patron, ton parrain. C'est juste quelqu'un qui est vraiment là pour que tu réussisses. Ouais. Voilà. Donc, on fait ça. Comment ça fonctionne derrière après en termes de rétribution? On a regardé ce qui se faisait dans les grands cabinets notamment. Il faut savoir que les grands cabinets, ils dédient à ces services-là, les 4 dont je t'ai parlé, donc la communication, le commercial, la formation et puis le digital, entre 29 et 33% de leur chiffre d'affaires. D'accord. C'est ce qui leur permet d'être connus, c'est ce qui leur permet d'être en avance, etc. Les cabinets traditionnels, ils dédient combien de leur chiffre d'affaires à ça? C'est à peine 5%. Ok. C'est pour ça qu'en fait, ça ne peut pas marcher. Et nous, en fait, on explique aux gens. C'est vrai, tu fais bien de mettre ce point en évidence parce que j'ai déjà eu beaucoup de demandes de consulting pour des cabinets comptables, petits cabinets du coin à Paris ou dans telle structure, etc., qui a beaucoup de potentiel et qui a une belle offre, mais qui souvent n'accorde aucune importance ni au marketing, ni au commercial, ni à certains outils que tu viens d'évoquer. Et c'est vrai, ce point-là, je confirme, ouais, totalement. Tu vois, nous, quand on fait la presse vision, on demande tout le temps aux gens, à votre avis, combien les grands cabinets dédient de leur chiffre d'affaires à ça? La réponse max que l'on a, c'est 10%. Les gens n'ont pas du tout notion que l'informatique, ça coûte cher, que le digital... la communication, un service commercial, des gens qui vont faire le tour de France pour te signer des partenariats à des prix que tu n'arriveras jamais à vendre toi-même, ça coûte cher. Ouais. Et donc, en fait, après, je leur dis non, en fait, c'est 29 à 33%. Nous, pour ces services-là, comment on fonctionne? On garde 15% du chiffre d'affaires du cabinet. D'accord. Mais du coup, nous, dans notre modèle, donc on garde 15% et il y a 10%. Donc, en gros, on va faire plus simple. On garde 25%, 15% pour nous, 10% qui sont redistribués aux parents. D'accord. Donc, nous, on garde 15. Et on redistribue 10. Ce qui fait qu'en fait, on donne aux membres du réseau 85% de chiffre d'affaires qui est réalisé, c'est pour eux. Après, avec une notion de partage, parce qu'on veut vraiment que les gens grandissent. Parce qu'on a dans notre ADN cette conscience absolue que tu es plus fort quand tu côtoies les bons, tu es plus fort quand tu es avec une équipe. D'accord. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est notre modèle.
Complètement. Je vais te poser une question là qui est un petit peu plus technique MLM, parce que pour celles et ceux qui me suivent, qui me connaissent, moi j'ai démarré un peu l'entrepreneuriat grâce au MLM, 2013, 2014, 2015. J'ai aussi fait beaucoup de consulting pour des MLM et j'ai aussi cofondé un MLM au tout départ. Une expérience très riche, mais que j'ai rapidement arrêté. Du coup, le système de rétribution et de rémunération du réseau, c'est un système binaire, unilevel. Est-ce que les 10% ils sont uniquement octroyés aux parrains directs, ou alors qu'il y a une décomposition de ces 10% et derrière ça va être redistribué à l'équipe? Comment ça fonctionne? Alors c'est en 5 niveaux. Tu as 5 niveaux de profondeur. D'accord. Tu n'as pas de limite sur ton premier niveau. Ok. D'accord. Alors là on parle technique. Hein. Ouais. Et la redistribution, c'est 5% pour le parent en premier niveau. Ensuite, c'est 1, 1, 1. D'accord. Et 2% au dernier niveau. Donc en fait, on pousse les gens à aller en profondeur pour consolider leur lignée. On a créé aussi un truc assez sympa, et ça a été fait grâce aussi à mes potes d'IAD. Parce qu'en fait, on a analysé le plan de REM d'IAD et puis on disait, bah tiens, il y a peut-être 2-3 trucs qui pourraient être faits, qui seraient sympas dans le plan de REM de Vision. Et on a créé un pourcentage volant. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est en gros, au lieu d'avoir 5% en premier niveau, tu peux dire, bah tiens, je vais mettre cette personne-là sous mon filleul, et au lieu que lui ait 1, il aura 1 plus 2, et moi, au lieu d'avoir 5, j'ai 5 moins 2. En fait, j'abandonne 2% pour mon filleul, mais l'avantage, c'est que je consolide mon filleul. Okay. On a créé des stratégies vraiment poussées pour déployer en MLM. Et, le fameux holding tank sur ton dashboard MLM, et ensuite tu peux aller placer les gens sous les personnes stratégiques finalement pour consolider. Ça fait sens, c'est super intéressant. Un autre point, je reviens, parce que souvent quand tu fais du MLM, tu vois, au bout d'un moment, même moi je le vois quand j'ai eu des réseaux de 100, 200, 300, jusqu'à 3000 personnes ou plus, je suis jamais allé au-delà, mais j'ai côtoyé des gens qui étaient leaders Europe de certaines structures, vous avez des fois 10 000, 15 000, 20 000 personnes directement sous eux ou indirectement. Tu sais plus maîtriser finalement la qualité des individus que tu vas recruter, ni même la qualité de la façon dont ils vont promouvoir le produit, le service, la prestation, la société. Dans ton cas, tu évoquais tout à l'heure l'importance d'avoir des talents. Tu évoquais aussi le fait d'avoir fait le ménage à un moment donné. Comment finalement vous recrutez ces nouveaux membres, ces nouveaux adhérents, notamment dans des expertises telles que tu évoques, tu vois, que ce soit la comptabilité, où on est dans une profession réglementée, ça nécessite d'être bien cadré, mais pour moi, par exemple, le coaching ou le consulting, c'est encore plus spécifique et encore plus complexe, parce que tu as limite la vie du business ou de l'entrepreneur entre tes mains. Tu donnes un mauvais conseil, il peut faire banqueroute. Tu donnes le bon conseil, il peut au contraire exploser. Du coup, est-ce qu'il y a un protocole, un process qui a été établi? Si oui, lequel? C'est un vrai challenge. Il y a plusieurs choses en fait dans ça. C'est pour ça qu'on est content d'avoir ces 7 ans, parce qu'en fait, en 7 ans, tu apprends énormément. Donc la première des choses, déjà, c'est à l'entrée du candidat. Donc nous, à l'entrée du candidat, il faut savoir que le board de Vision, la direction Vision, dont je fais partie, on a un droit de veto sur une entrée. D'accord. Donc en fait, c'est moi qui signe le contrat. Aussi, la personne, elle rentre pas. Et souvent, en fait, je fais un petit entretien. Chaque membre, donc, est validé. Okay. Voilà. Parce que ou c'est par moi ou par un des autres fondateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut savoir pourquoi les gens rentrent. Parce que, comme tout le monde, on apprend avec des erreurs. Malheureusement, on en a fait aussi. On a des gens qui sont rentrés chez nous. Au début, tu dis « Oh, c'est cool, il y en a un nouveau, c'est trop bien. » Ils rentrent. Paf, on envoie énormément de leads. J'ai un exemple en tête, quelqu'un qui ne connaissait personne sur une nouvelle région où il s'était installé. Donc, il s'installe avec Vision. On lui envoie énormément de leads, on l'aide à rentrer les clients, je partage mes réseaux, etc. En 1 an, il signe 200 000 €. C'est énorme dans la profession. Quand tu pars de zéro en connaissant personne en plus. Au 13e mois, il me dit « Ouais, en fait, je vais partir avec les clients, ou sinon, il faut me racheter les clients. » Donc, je rachète un truc que je lui ai donné. Tu vois ? Donc, en fait, on a vraiment travaillé sur la sélection du candidat pour ne plus avoir ce genre de problème. Ensuite, le contrat, il est aussi costaud sur des points pour protéger Vision et ses membres. Donc en gros, nous on a le droit aussi de faire sortir quelqu'un sous certaines conditions. Typiquement, tu as quelqu'un qui rentre. On l'a déjà vu, quelqu'un qui rentre pendant 2-3 mois, en fait, il vient que pour espionner, pour voir nos méthodes.
Nous, en fait, si on voit qu'il n'y a rien qui bouge en termes de chiffre d'affaires, on le sort. C'est pas question qu'on veut que les gens fassent du chiffre à tout prix. C'est qu'en fait, on se sert de l'expérience passée où, en gros, quelqu'un qui fait rien, écoute, moi, je sais pas comment les gens vivent, mais tu es obligé de rentrer de l'argent pour payer à manger. Ouais. Donc, à un moment, si tu ne rentres pas de chiffre, c'est que tu nous l'as fait à l'envers. Donc, en fait, on te sort. Voilà. Et puis, c'est comme ça. On ne demande pas de faire des chiffres énormes. Hein. Tu n'as pas des chiffres énormes à faire en rentrant. Parce qu'on a, on a comme ambition, c'est surtout que les gens atteignent ce qu'ils veulent. T'en as qui veulent gagner plus que d'autres. Mais, par contre, si on voit qu'il n'y a rien qui se passe, que la personne ne met aucun lead dans son CRM, qu'elle ne rappelle pas les contacts qu'on envoie, etc., ok, allez. Un membre fantôme. On arrête. Donc, on a ça. Si on a, pareil, on a aussi la possibilité de sortir quelqu'un dès lors qu'on a des alertes de clients qui sont trop régulières. D'accord. Tu vois, ouais, ça se passe pas bien, etc. Bah, là, on le sort. Ou non-respect. Hein, t'en as... en fait, quand tu as fait un MLM dans l'immobilier, c'est un peu plus le Far West que la compta. D'accord ? Ouais. Même si c'est réglementé. En compta, moi, j'étais dans un monde de business, je me dis, les experts comptables, c'est impossible que t'en aies qui te fassent les choses à l'envers. Eh ben non. Tu vois, eh ben non. T'en as, ils savent que quand ils rentrent chez Vision, normalement, toute la facturation passe par notre intranet. T'en as qui passaient pas par l'intranet. Donc en fait, ils déclaraient pas les chiffres d'affaires qu'ils généraient. Ok. Et donc le problème, c'est que nous, avec le temps, on est vigilants. Ouais. Et donc on envoie des leads, mais on les envoie nous-mêmes. Donc en fait, on les suit, ces leads. Et on voit le lead qui disparaît. Mais on fait des enquêtes. Tu rappelles le lead et tu te rends compte que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas signé chez nous ? Tu sais, pour améliorer nos process. Peut-être qu'on a un expert qui n'était pas le bon à qui envoyer le lead. Tu vois, je sais pas, t'envoies un boulanger à quelqu'un qui n'a pas envie de faire des boulangers, tu sais qu'il faut plus que tu l'envoies des boulangers. Complètement. C'est tout. Donc on faisait ça, ces enquêtes de satisfaction, etc. Et en fait, c'est là qu'on découvre, si, j'ai signé chez vous. Ah ouais. Vous avez signé où ? Parce qu'on voit rien. Tu vois. Donc en fait, j'étais un peu déçu parce que j'ai toujours, si tu veux, pensé que dans ce métier-là, c'était super droit dans tout. Ouais. Et malheureusement, c'est comme la population, tu as aussi des gens qui sont moins bons. Après, je pense quand même qu'en grande partie, c'est des gens très intègres, parce que ne serait-ce que par rapport à la formation qu'on a et ce que l'on risque si on fait n'importe quoi, c'est très dangereux. Mais malheureusement, il y a quelques cas comme ça. Donc, on a appris à les détecter et puis on fait en sorte de les faire sortir le plus vite possible. Ouais. C'est super intéressant. Là, tu évoques différents red flags ou différentes leçons que tu as pu accumuler sur ces dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs ? Tu évoquais ça comme étant une erreur finalement. C'est le fait de faire confiance, même si tu as appliqué la règle, la confiance n'exclut pas le contrôle, et heureusement ça a permis d'identifier certains éléments weak du système. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu pourrais nous partager comme ça qui ont fait la solidité de la structure ? Écoute, il y en a une. Alors je sais que tu as podcasté il n'y a pas longtemps Oussama Ammar. Oui. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, en tout cas, tout ce qu'il a sorti, je l'ai suivi. Et j'ai appris plein de choses. Et il y a un truc qui m'a marqué dans ce qu'il enseignait, c'était... une fois, il a sorti une punchline qui m'est restée dans la tête, je crois qu'elle restera à vie, c'est... En France, on fait une erreur, c'est que on recrute vite et on licencie lentement. Tu vois ? En fait, nous, nos erreurs, et pour le coup, tu vois, la plupart des grosses erreurs, c'était ma faute. C'est pas la faute de Mylène ou de Miana. D'ailleurs, des fois, je me dis heureusement qu'ils me supportent encore, parce que les plus grosses erreurs, ça a été par rapport à moi. Mais ça a été ça. Des fois, en fait, tu vois, j'étais sous l'eau. Et puis, t'as le mec qui arrive, il te promet monts et merveilles. Moi, je vais t'aider, je vais te soulager, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, quelques recrutements foireux. Ça, clairement, pour moi, c'était les plus grosses erreurs. Tu vois, on m'a vendu du rêve et en fait, j'ai pas débusqué le loup. Et pire que ça, mes 2 associés m'avaient dit « Ouais, on le sent pas ». Et j'avais pas écouté leur avis. Donc maintenant, je peux te dire que quand on fait un entretien pour un gros poste, tout le monde est là. Ou en tout cas, ils font aussi un entretien. S'il y a un red flag de leur part, c'est fini. Et c'est pour ça que souvent, je dis... parce que Miana, il est il a ce côté où... moi, je l'appelle Yoda, force tranquille. Tu vois, il regarde, il analyse.
Au début, ça me perturbe un peu parce que moi, il faut que ça aille vite. Et je pose une question, il faut que ça sorte tout de suite la réponse. Et bien là, au début, il me rendait fou. Parce que je lui pose une question, tu sais, il te regarde comme ça. Et tu dois attendre. Parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme Doctor Strange, il met tous les scénarios dans sa tête, tac, tac, tac. Et après, il te sort une réponse, et la réponse, elle est toujours bonne. Donc maintenant, j'ai appris à attendre. Tu vois, quand il fait ça, je vais me couler un café. Mais je garde cette patience, et du coup, il sort toujours une réponse qui est bonne. Et donc, j'écoute beaucoup plus. Et Mylène, par contre, elle a, je te jure, c'est un instinct. C'est incroyable. Quand elle te dit le truc, ça arrive tout le temps. Soit c'est une, je sais pas, devin ou un truc dans le genre, mais à chaque fois, elle te dit ça va pas marcher. Donc en gros, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens dans Vision, c'est Mylène la patronne. Si jamais elle mettra un stop, c'est fini. Les gens, des fois, ils croient pas, hein, mais si moi, elle me dit non, ça sera un non, en fait. Parce qu'elle s'est jamais plantée. Donc, je me replanterai pas pour des trucs. Voilà. J'espère qu'elle a approuvé l'épisode, qu'elle a dit que ça allait être un succès, cet épisode. Ah bah, sinon, tu serais pas malheureusement, elle est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'elle s'occupe des petits. Et puis, le mois de septembre, moi, je suis en vadrouille tout le temps. Tu sais, t'as le congrès de l'ordre, j'ai la convention IAD Portugal où je suis invité, il y a les universités d'été de l'ordre. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. Et justement, j'ai plein d'autres questions business, mais vu que tu parles de ce point-là, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre une boîte en croissance, voire en hyper-croissance, avec de grandes ambitions, on va en parler dans quelques instants, et puis le côté perso, donc papa, mari, et tout ce qui s'ensuit, sachant qu'en plus vous travaillez ensemble. Bah, en fait, tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bosser avec leur conjoint. Nous, on n'arriverait pas à ne pas bosser ensemble. D'accord. Donc, du coup, c'est très simple. On a des règles de vie. On ne parle pas de boulot à la maison. Déjà, tu vois, on peut bosser. Hein. Ça lui arrive de bosser sur son ordi, moi aussi. Mais on ne va pas parler de boulot. Parce qu'en fait, voilà, on veut vraiment que la maison, ça reste notre sanctuaire. Pareil, on s'est mis une règle à la maison si on ne bosse pas sur des trucs chiant, litigieux et compagnie. Parce que sinon, t'es énervé et t'es sur ton ordi, t'as quelqu'un qui te parle, ouais, c'est bon, lâche-moi. Non. On bosse que sur de la construction. Du coup, ça, c'est une de nos règles. L'autre règle, c'est en fait, des fois, je peux passer un peu moins de temps peut-être que d'autres avec mes enfants, mais, et ça, je l'ai appris aussi grâce à un de mes grands potes, Vincent Morin, là, c'est tous les moments, par contre, que je passe avec eux, j'essaie de les rendre les plus extraordinaires possibles. En fait, je me dis, bah voilà, le temps qu'on va passer ensemble, il faut vraiment que ça soit mémorable. Et, je veux dire, je suis pas, quand je suis là, je suis pas en train de pas être avec eux. Moi, je suis avec eux. Voilà, je suis là, je vais jouer avec les petits, on va faire du tennis, on va faire du vélo, on va faire des machins. Et voilà. Et au-delà de ça, tu vois, pendant longtemps, j'étais un gros bosseur, j'avais des amplitudes horaires de dingue. Maintenant, non. Je suis au boulot, je sélectionne ce que j'ai à faire et je dis pas oui à tout, en fait. Et c'est moi qui décide de ce que je fais. En gros, j'ai une règle qui est la première heure de la journée, j'ai aucun rendez-vous. Et dans mon agenda, il y a écrit PLPI, points les plus importants. Et je traite 3 points qui sont à chaque fois liés à l'objectif que je me suis fixé dans le trimestre. Tu vois, par exemple, et il n'y a rien d'autre que je vais traiter. Je ne vais pas ouvrir mes mails, etc. Et du coup, bah, après, maintenant, tu as des gens qui bossent avec moi et commencent un peu à comprendre. Ils disent, ah, ok, c'est pour ça qu'il ne me répond pas depuis des mois. Ouais, mais en fait, c'est pas que je suis hautain ou que je boycotte les gens, etc. C'est qu'en fait, j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Maintenant, j'en ai 42, ça fait déjà 2 ans. Ça passe vite. Et en fait, ça m'a fait vraiment une claque. Le temps, il passe trop vite pour le faire sur des choses que tu n'aimes pas. Donc en fait, je sélectionne énormément et je pense que tu vas rejoindre ça parce que on parle de ce que j'ai créé, mais toi, ce que tu as créé, c'est pas mal du tout aussi. Hein. Mais je trouve qu'en fait, de vouloir tout faire, c'est le meilleur moyen pour mal faire. Il faut vraiment se focusser et accepter que tu n'arriveras pas à tout faire. Et en fait, quand tu fais ça, en fait, tu crois plus vite que tout le monde. Alors que ceux qui veulent faire le truc parfait, etc., ils sortent rien ou ça avance pas. Donc beaucoup de sélection, beaucoup de choix, beaucoup de décisions qui font qu'on ne fait pas tout ce que les gens nous demandent.
Et c'est comme ça que j'arrive à profiter aussi de la vie, parce que tu vois, moi c'est hors de question que j'arrive un jour à la maison de retraite où j'en sais rien, où je suis cramé et que j'ai pas de souvenirs sympas, tu vois. Là j'ai la chance de faire ce podcast à Dubaï. Hein. Pour le coup, c'est top, c'est la première fois que je viens. On est venu 4 jours avec Miana. On fait le podcast. Là, on va dire, c'est la partie boulot, même si c'est un moment sympa. Mais les autres moments, moi, j'ai déjà expliqué. Non, je bosse pas, en fait. Là, je suis là, j'ai qu'une vie. On va profiter du moment avec mon meilleur pote. C'est tout. Mais tu ne peux pas réussir si tu n'as pas quelque chose qui fait que chez toi, tu es content. Ouais. Tu peux pas. Les gens, ils croient trop que tu bosses. Si tu célèbres pas, si tu comprends pas pourquoi tu fais les choses, t'as pas d'énergie, en fait. Donc, moi, l'équilibre, franchement, je fais du tennis en club, je joue à la PlayStation, je joue à mes potes. Franchement, après, les heures que je passe au boulot, elles sont ultra productives. Ouais. C'est tout. C'est super intéressant comme concept, et tu mets en place le concept finalement de 100% on, 100% off. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi, tu mets en exergue le fait que on peut avoir de grandes ambitions tout en étant équilibré, tout en faisant du sport, tout en partageant des moments avec ceux qu'on aime, etc. Et ça, c'est clé. Je te rejoins à 100% sur tout ça. Et notamment, le fait de bloquer des créneaux pour des éléments, des tâches importantes. Le fameux PLPI, par exemple. Je l'ai nommé autrement, mais effectivement, c'est capital. On parle d'ambition, justement. J'ai évoqué tout à l'heure, lorsque je t'ai présenté, que le but, c'est que Vision devienne Centaure. On parlait aussi de licorne à terme. Mais tu préférais le mot Centaure, justement, pour différentes raisons qu'on peut évoquer ici. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces concepts, peut-être expliquer ce qu'est Centaure, ce qu'est licorne, et c'est quoi la vision avec Vision et l'ambition de tout ça. D'accord. En fait, nous, sur Vision, il y a quand même un point particulier, c'est que je suis le président de la boîte, un des 3 cofondateurs, et en fait, on a tous les 3 la particularité d'être beaucoup les pieds sur terre, quand même. Très structuré, etc. Et nous, le concept de licorne, c'est pas un concept où on est ultra accroché. Pourquoi ? Parce que la licorne, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est valorisation de ta boîte, $1 milliard. Le Centaure, c'est 100 millions de dollars d'ARR, d'annual récurrent revenu régulier annuel. Tu as des licornes qui ont fait 11 millions de chiffre d'affaires et qui perdent 70 millions d'euros par an. Moi, c'est pas comme ça que je vois une boîte. Une boîte, pour moi, doit être rentable. Sinon, tu peux dire tout ce que tu veux. T'en as plein qui vont te dire, oui, faut voir la croissance, faut voir ci, faut voir ça. Faut surtout voir si à un moment, la boîte elle va être capable de cracher de l'argent. C'est la seule chose qui fait une valo à la fin. Ouais. Et on l'a vu d'ailleurs là, gros effondrement des valeurs tech, 29 licornes. Si on a 7 aujourd'hui qui sont encore licornes, c'est sûrement le bout du monde. Parce qu'en fait, les boîtes ne sortent pas de résultats. Donc nous, on a toujours été plus attachés à atteindre le stade de Centaure. Parce que Centaure, en fait, ça veut dire que tu as 100 millions de dollars de revenus réguliers. Donc c'est que tu as déjà une certaine taille et que tu es déjà solide. Okay, et de toute façon, on le voit, hein, dans les 7 licornes, je crois qui sont vraiment licornes encore aujourd'hui, elles sont tous aussi Centaures. C'est quand même un point important. Donc, nous, on est plus attachés à atteindre ce stade de Centaure que de licorne, parce que pour nous, une boîte, elle doit être rentable. Même si on n'est pas Madame Irma et on n'a pas de boule de cristal ici sur le plateau, est-ce que vous avez établi une sorte d'échéance ou une sorte de roadmap à laquelle vous désirez avoir atteint ce statut de Centaure ? Ouais. Donc nous, le statut de Centaure, on souhaiterait l'atteindre à fin 2026, grand maximum. On espère l'atteindre avant, pour être clair. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui font que tu décides pas de tout, c'est comme ça. Mais je pense que par rapport à ce qu'on a mis en place, par rapport à la dynamique que l'on a, et puis le point qui est assez intéressant aussi, pourquoi on a ces ambitions de croître fortes, on a créé Vision en 2016. On a vraiment ouvert le réseau en avril 2017. C'est là où les 4 premiers membres ont vraiment commencé. Entre-temps, ça a toujours une belle croissance.
Et on a fait ça avec jusqu'à début 23, 7 pèlerins. On n'avait personne dans la boîte. Là, l'effectif, il a fait x4. Donc ouais, là, on a une phase d'onboarding qui génère un peu d'inertie, que tout le monde comprenne le modèle, etc. Tout le monde est revenu en septembre avec les bonnes dispositions. On a bien compris aussi quel était le talent de chaque personne que l'on a recruté. On s'est dit, bah voilà, ok, le latéral gauche, bah, il va jouer latéral gauche, l'ailier droit, il va jouer l'ailier droit. Et donc, ouais, on est serein sur l'atteinte des ambitions parce qu'on a une équipe faite pour, en fait. Ouais, complètement. Tu parles d'équipe, justement, et c'est très important parce qu'on n'est rien sans une équipe. Quand tu passes de 7 à x4, donc 28 personnes, donc j'imagine entre 25 et 30 personnes actuellement, il y a beaucoup de choses qui changent. Comment vous avez constitué cette équipe aujourd'hui? Comment sont répartis les rôles, les tâches? Est-ce qu'on est plus sur du commercial, sur du tech, sur du market? Ça peut être intéressant de savoir plus. Nous, on a un peu plus de... En fait, si tu veux, déjà, l'équipe, on l'a constituée de manière un peu hybride. On a des gens qui sont salariés en interne et on a des gens aussi qui sont en indep, tout court. Des Presta boîtes, remote. Exactement. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, en fonction de ce que tu as à faire, tu peux pas passer... tu peux prendre un salarié ou tu peux faire autrement. Typiquement, tu as une app mobile. L'app mobile, elle a une techno. Le mec que tu vas prendre, il va être bon sur cette techno, mais quand ça va évoluer, il n'aura peut-être plus le niveau. Donc nous, on préfère, par exemple, pour ce genre de choses, passer par des boîtes où on cadre bien nos contrats, ça nous appartient, non-divulgation, nanana. Mais on préfère passer par des boîtes qui ont tout un tas de talents différents pour pouvoir suivre les évolutions. Donc nous, on sait que quand tu prends ça, on est plus pas loin de 40 personnes qui bossent à temps plein sur Vision avec les indeps. Okay, donc on est là à faire un peu plus de 40 personnes, un peu plus de x4 pour le coup. Comment on a structuré? Quand tu fais une levée de fonds, tu dois te poser des questions. Pourquoi je lève et à quoi va servir l'argent? Donc tu en as certains qui lèvent et qui se font des augmentations d'Américains. Nous, on n'a pas fait ça parce qu'on a vraiment l'ambition de faire quelque chose de très beau. Et puis on n'est pas malheureux, on va dire, déjà, donc tant mieux. Et du coup, on a dû staffer les services qu'on a estimés les plus nécessaires pour croître. Donc, par exemple, le service qui avait besoin d'avoir un gros coup de fouet, même si on n'était déjà pas mauvais, c'était la com. La com, il y avait besoin de staffer davantage. Parce que nos events devaient envoyer encore plus du lourd. Parce qu'on devait être meilleur sur le référencement pour capter davantage de leads. Parce qu'on devait avoir une image encore plus sympa pour faire venir les talents. Donc, on a staffé énormément là-dessus. L'autre partie que l'on a... Ça, c'est le premier service qui a été le plus staffé. Le deuxième service qui a été le plus staffé comparativement à ce qu'il y avait avant, c'est le service commercial. C'était très simple, le service commercial, il n'y avait que moi. Ouais. Donc, en fait, on a eu 4 nouvelles personnes qui ont rejoint le service commercial avec des tâches différentes les unes des autres. Que tu formes personnellement? Ouais, en fait, j'ai fait en sorte de... En fait, l'objectif, c'est quand tu veux créer une belle boîte, c'est de faire que cette boîte n'ait plus besoin de toi en personne. Donc, c'est du temps parce que quand tu as 7 ans à travailler comme un malade avec une passion sans limite, tu as acquis tellement de connaissances. Je parle... je ne vais pas faire le mec qui se la raconte, mais Mylène et moi, on a acquis tellement de connaissances avec la croissance, l'histoire de la boîte, que transmettre, ça prend un certain temps. Et il faut du monde aussi, parce que les gens n'ont pas forcément la même foi que toi ou la même motivation que toi. C'est normal, c'est comme ça. Et du coup, on a recruté, et puis pour qu'il fasse des choses que je faisais déjà, en partie, mais surtout qu'il pousse plus loin des choses que je ne faisais pas assez, ou qu'on crée de nouvelles choses qu'on avait détectées comme besoin. Par exemple, tu as un expert comptable, quand il rentre chez nous, on s'est dit, il faut absolument... Tu sais, quand tu te lances en tant qu'expert comptable, tu dois te dire, il faut que je connaisse une bonne banque, un bon assureur, un bon ci, un bon ça, que j'ai mon réseau de partenaires. Nous, en fait, on travaille pour les experts, ce réseau de partenaires direct. Donc, il arrive, il a déjà tout en clé en main. Ouais. Okay, tu as super offre avec lui, tu as ci, tu as ça. Donc, on a beaucoup staffé sur la partie commerciale. L'équipe tech, c'était déjà la plus grosse équipe, mais elle a fait quand même x2. On l'a quand même étoffé parce que... on a beaucoup de challenges en cours. L'internationalisation, ça nécessite d'être en capacité aussi de facturer avec de nouvelles monnaies. Ça nécessite d'être en capacité de facturer avec de nouveaux moyens de paiement.
Tu vois, des trucs cons, mais tu crois que tu te dis oui, je suis en France, je vais au Portugal, ça va être facile, c'est en Europe. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Ils n'ont pas du tout la même approche pour tout, alors que tu dis que c'est européen, culture similaire, non. Et par exemple, on avait un gros sujet qui était les moyens de paiement. Les Portugais, nous, tu vois, ici, les clients peuvent payer prélèvement, virement et carte bancaire. Et tout ça, en fait, on trace qui a payé et vers qui ça va. Parce que nous, une vente, elle peut générer énormément de transactions. Tu vois, par exemple, tu te dis, je fais une mission, ou il y a un expert comptable qui fait une mission, et en plus, il fait cette mission en partage avec un autre expert comptable, parce que, par exemple, lui, il ne sait pas faire la paye, donc il demande à un autre de faire la paye. Donc nous, on reçoit l'argent, et on doit redistribuer à ces 2 experts comptables. Mais pas que. On doit redistribuer aux 5 par 1 de la upline. Ouais. Donc en fait, on doit être sûr de tracer parfaitement les paiements. Donc on doit savoir qui a payé, comment il a payé, etc. Donc Miana a créé tout un tas de canaux de paiement. Ouais. On arrive au Portugal, on se dit bon, on est refait, on a tout ce qu'il faut. Bah non, les Portugais, ils n'aiment pas le prélèvement. Ils ne te laissent pas prélever. Les virements, c'est un truc qui se fait assez, mais c'est pas le moyen qu'on préfère nous, parce que il faut générer à chaque fois un IBAN virtuel, et les gens, des fois, ils se plantent d'IBAN, etc. Donc c'est pas un truc qu'on prend plusieurs jours. Exactement. Et donc on a dû créer un nouveau truc, et on se dit bon, c'est bon, ils vont payer en CB. Ben non, parce qu'au Portugal, ils n'utilisent pas ou très peu la Mastercard ou la Visa. Ils ont leur format eux, c'est multibanco. D'accord. Tu vois. Et en fait, ils payent qu'avec ce truc-là. D'ailleurs, pour ceux qui vont au Portugal en vacances, des fois, les restos, ils refusent la CB, à savoir. Donc, il faut que tu aies un carton multibanco. Et donc, il y en a dû créer encore un nouveau canal. Donc, en fait, c'est des choses qui nécessitaient de staffer davantage l'équipe. Et après, on a staffé un petit peu sur les autres services, l'admin finance, parce que tu vas avoir des reportings plus costauds, parce que tu as des investisseurs, il faut quand même leur donner des infos. Complètement. Et si tu n'as pas les bonnes infos, de toute façon, tu pilotes pas bien. Donc, tu es obligé aussi de savoir exactement combien coûte chaque département, combien tu sors de résultats, quand est-ce que tu es break-even par rapport à ta levée. Parce que quand tu lèves, nous, ça nous a fait bizarre. Hein. On a toujours sorti de résultats positifs. Cette année, on sort une perte. Logique, c'est dans le BP, mais j'aime pas. Parce que tu lèves beaucoup, tu lèves de l'argent, t'embauches beaucoup. Le temps qu'il y ait des résultats, ça se fait pas en 3 mois. Ouais. Le staff est x4. Évidemment, quand en 3 mois, mais j'aime pas. Parce que je veux que ça soit rentable. Donc, on a besoin de mesurer plus que jamais si on est dans le business plan ou pas, en fait. Oui, complètement. Tu évoques un autre point, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise, et je te rejoins à 100%. Du coup, objectif Centaure, d'ici 3 ans, actuellement, tu évoques le fait que vous êtes plus ou moins à 20 millions par an, 24 en début d'année prochaine, donc vous êtes 20-24% de l'objectif. Plusieurs leviers pour l'atteindre. Donc la levée, étoffer les équipes, l'internationalisation, création de nouvelles business units que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre levier ou une autre stratégie qu'on n'a peut-être pas encore évoquée ici, que vous allez actionner ou que tu estimes indispensable à actionner, à partager pour ceux qui nous écoutent, que vous allez déployer? Non. On a, tu sais, déjà l'internationalisation entre le Portugal et l'Espagne que l'on va attaquer. Là, en fait, sur l'internationalisation, on a fixé quoi ? D'avoir vraiment le marché péninsule ibérique de fait et le marché français de fait, parfaitement dans les 2 ans. Là, ce qu'on a quand même en tête, c'est, si tu veux, on a une obsession absolue du scale dans Vision. D'accord. Donc le problème de la profession d'expertise comptable, c'est quoi ? C'est que si tu veux faire de la compta, tu es obligé d'être expert comptable, inscrit à l'ordre. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, dans chaque pays, il fallait qu'on trouve un expert comptable ou un comptable certifié, en fonction du pays que tu es, la dénomination que ça va avoir. Et le gros problème, c'est que le modèle qu'on avait, il nous obligeait à avoir des fois un associé majoritaire sur place. Tu vois, au Portugal, au début, quand on avait lancé, on était obligé d'avoir un associé majoritaire, diplômé, inscrit sur place. Catastrophe. Parce que tu perds le pouvoir et tu perds de la valo de ta boîte. Parce que si tu n'es pas majoritaire, la valo, c'est pas la même sur tes filiales. Hein. Complètement. Donc, et là, ça vient de la tête de Mylène. Mylène a dit, bon, allez, on retourne la table, on recommence. C'est pas possible.
on doit faire en sorte qu'on n'ait pas de barrière, parce que ça flingue notre valo, parce que ça flingue notre pouvoir de décision. Et ça, c'est l'axe qu'on a travaillé, qui fait que par corollaire, ça va avoir un impact important. Tu vas comprendre pourquoi. Donc en gros, milieu de l'année dernière, on fait un gros point avec nos avocats, on leur dit voilà, nous on veut plus être inscrits à l'ordre. Ok. On va être une boîte de services aux experts comptables non inscrite à l'ordre. Ok, bon, là tu sais tout de suite que l'ordre des experts comptables, il va falloir être carré. Hein. Tu vois. Donc on prend un cabinet d'avocats qui a du must en France, hein, et dans le monde d'ailleurs. On bosse avec eux, un truc top. Et on arrive à notre objectif, qui est que Vision n'est plus une boîte d'expertise comptable, mais une boîte de service aux experts comptables. Donc nous, on ne fait plus de compta, ce sont uniquement nos membres qui font de la compta. Par contre, on a un modèle où en fait, on a un mandat de facturation et de prélèvement avec chacun des cabinets, pour chacun des cabinets. Et bref, on a travaillé le truc à mort avec les avocats, on a présenté ça à l'ordre, c'est bon. Et ça, la particularité, c'est quoi? C'est qu'en fait, derrière, une fois qu'on a closé ça, on close pareil le rachat de 100% des parts de Vision Portugal qui devient Vision Iberia. Et pourquoi ça devient Vision Iberia? Parce qu'on se dit, en fait, on n'a pas besoin d'ouvrir un Vision Portugal et un Vision Espagne, on peut faire juste un Vision Iberia. Parce que, en fait, le fait de ne plus être inscrit à l'ordre, nous les membres, dépendant d'une réglementation d'un pays. Nous les membres, en fait, ils sont liés à Vision Network. C'est la holding, en gros, qui détient tout. Et du coup, nous, en fait, le client final, et c'est là où ça devient costaud, et c'est là qu'on se dit, dans la francophonie, on va accélérer un peu plus fort que prévu. En fait, on n'a plus besoin d'avoir une entité ouverte sur le pays cible. Un membre peut être membre de Vision en étant en Belgique, sauf qu'en fait, son client recevra une facture de la France. C'est comme quand toi, tu payes Google, pour tous ceux qui ont Google, ils regardent, la facture vient d'Irlande, elle vient pas de Paris. D'accord. Donc, nous, ce serait exactement la même chose. Et ce qui fait qu'en termes de scale, c'est énorme. Et du coup, on se dit, francophonie, pourquoi? Parce que les francophones, on a déjà l'université, et puis notre université, par exemple, elle est essentiellement, ou à 80-90% basée sur mindset, technique de vente, organisation de la boîte, etc. C'est pas de la technique comptable, parce qu'ils sont déjà experts comptables. Ils sont déjà formés, Donc en fait, on a tout qui est quasi déjà fonctionnel pour les marchés francophones. Et c'est ça qu'on vise de faire, et puis tout en partant de France, en fait, pour éviter d'avoir à chaque fois, tu sais, à recruter une équipe sur place, avoir des coûts structurels sur place, avoir la fiscalité sur place, parce que quand tu as une boîte sur place, tu fais rentrer de l'argent sur cette boîte-là dans un pays étranger, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le droit de renvoyer tout à la holding, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le pays peut dire, attends, vous faites de l'évasion fiscale, les gars, donc c'est mort. Donc non, en fait, nous, on se dit, ok, ça va être fait via la France, et point barre. Comme ça, on n'en parle plus. Extrêmement intéressant ce dernier point, peut-être même l'un des plus importants concernant la capacité de scale, c'est finalement le fait de penser en dehors du cadre et d'aller prendre à contre-courant le problème. Donc je pense que ça a été intéressant de repenser la chose comme ça. J'ai envie de revenir sur un sujet, tu évoquais la levée de fonds, tu évoquais que c'est la première année finalement où vous allez être en déficit entre guillemets parce que justement nouveau recrutement, etc. Quand tu développes une boîte en autofinancement complet et que tu fais en sorte que même en croissance, elle est toujours rentable au fur et à mesure des ans, c'est pas simple, premier point, mais finalement, t'as pas trop le choix, en tout cas pour les premières années, parce que sinon, il y a un problème comptable qui se passe. C'est quoi les... Parce que c'est pas simple, parce que finalement, quand tu as de grandes ambitions, tu as envie d'accélérer, mais en même temps, tu dois quand même être rentable parce que t'as pas le cheat code financier limité à ce moment-là. C'est quoi les leçons ou les conseils que tu pourrais partager aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui peut-être ne peuvent pas aujourd'hui faire recours à une levée de fonds, quelle qu'elle soit, de la dette ou du crédit, et qui du coup ont quand même envie de scale et qui a fait que vous avez réussi à aller chercher une certaine croissance, une certaine image, sans pour autant faire recours à la levée directement? Moi, déjà, la première chose que je dirais aux gens qui veulent lancer une boîte et réussir à créer quelque chose de grand, c'est regarder comment ceux qui ont réussi ont fait.
Ça, c'est une base, mais tu sais, quand le podcast que tu donnes là, c'est une mine d'informations qui est extraordinaire pour les gens. Et, en fait, on sous-estime souvent la connaissance, mais c'est la connaissance qui te donne le pouvoir. Pourtant, c'est bien connu. Hein. Donc moi, déjà, j'inviterais beaucoup à faire ça. À bien se renseigner, très curieux, se poser des questions. Est-ce que ça, c'est transposable dans mon business ou pas? Tu vois, moi, les gens qui bossent avec moi, je parle de Félix, notre responsable de la performance, il me dit je suis horrible. Parce qu'en fait, il me donne un livre où je vois un truc, et en fait, j'ai tout le temps, tiens, ça, je vais le mettre dans Vision. Ça, c'est pas mal. Ça se transpose chez nous, etc. Donc, toujours se poser des questions, think out of the box en permanence. Parce que c'est pas parce que on te dit que c'est impossible que c'est impossible. Tu dois te poser des questions, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il y a un chemin? Là, tu disais là, le dernier point que j'ai évoqué, c'est peut-être un des plus importants. Je te confirme, c'est un des plus importants. Et c'est peut-être même le plus important parce que ça a changé la donne pour nous. Et nous, c'est ce qui fait que les fonds d'invest, ils s'intéressent. Parce que ils se disent un jour, si ça se passe super bien, ils peuvent tout racheter. Avant, ils ne pouvaient pas. Tu avais toujours un expert comptable qui devait être majoritaire. C'est plus la même boîte, c'est une boîte de service. C'est tout. Donc la valo, elle a explosé juste avec ce truc-là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'adopter une mentalité pirate. C'est vraiment se dire toujours très malin, très malin, très malin, faire le max avec le minimum. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire des trucs déjà extraordinaires. Après, troisième point, c'est mesurer systématiquement ce que tu as fait. Donc, j'avais lu un truc, c'était je me rappelle plus qui disait ça, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ouais. Donc en fait, il faut systématiquement mesurer. Et si tu mesures pas, tu sais pas que ça, c'est un truc qu'il faut arrêter. Ou ça, au contraire, c'est un truc où tu n'as pas mis assez de moyens, tu peux mettre un peu plus. Donc voilà, moi je pense que déjà, tu fais ces 3 trucs-là, et à ça, tu ajoutes une bonne dose de résilience. Tu acceptes de te dire, il y a des fois, je vais me prendre des gros murs, il y a des fois, ça va être compliqué, il y a des fois, je vais me faire allumer, il y a des fois, on va me cracher dessus. C'est pas grave. Ouais. Garde en tête l'objectif. Et après, des fois, ça avance plus vite que d'autres fois. Et des fois, ça avance moins vite que d'autres fois. Mais bon, tu sais, nous, c'était marrant. Mais tu vois, ce matin, on est parti visiter Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Et on allait tout en haut. Voilà, on s'est fait un kiff, on allait tout en haut. On a pris notre petit café en haut. Et on se dit, tiens, c'est le cappuccino le plus haut qu'on va boire de notre vie. En tout cas, dans une tour. Peut-être pas sur une montagne, mais là. Et je dis à Miana, je dis, ouais... ça fait un sacré chemin depuis les tours de Dame-Marie, la ville d'où on vient, tu vois. En fait, il ne faut pas avoir peur de rêver grand et il faut accepter que tu vas te prendre des murs. C'est tout. Hein. Après, je pense que tous les gens qui ont eu quand même de belles réussites, c'est pas tombé du ciel. Tu vois, bon, j'ai aussi écouté ton podcast, ton histoire, etc. Toi, tu sors pas... d'un endroit où il y avait déjà tout. Tu as bossé, tu as fait plus que les autres pour pouvoir atteindre ce que tu as fait. Tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête pour tous les gens qui veulent se lancer, encore plus pour les jeunes. Tu vois. Moi, je suis pas né de la génération Instagram. Je connais super bien tous les trucs, tout le temps. Même ma femme, des fois, elle m'embrouille. Elle me dit « Ouais, tu connais trop les trucs, tu me fatigues, etc. » Mais je surveille tout le temps tout. Moi, je suis d'une génération où, en fait, tu apprends, tu t'améliores et tu as conscience que tout ne se fait pas en 2 secondes. Mais par contre, ça se fait quand même. Si tu lâches pas l'affaire, tu sais, les fameux trucs, l'effet cumulé, tous ces machins-là. Il faut avoir conscience de ça et ça se fait. Ok. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune ou moins jeune, peu importe, qui est dans une situation aujourd'hui qui n'est pas forcément favorable, mais qui a des ambitions, qui a envie, qui est prêt à travailler, mais qui a besoin d'entendre une petite piqûre de rappel, un petit message de motivation pour pas lâcher. D'accord, t'es foutu. Non, je lui dirais qu'en fait, il y a jamais rien qui est fini. En fait, tu vois, nous, quand on lance le cabinet avec Mylène en 2013, je te fais un petit résumé rapidos, mais pour te dire, en fait, des fois, tu crois que t'es foutu, mais en fait, faut pas lâcher l'affaire. Faut se battre, faut pas oublier. Je pense que le truc à faire, c'est surtout pas oublier où tu es bon et vraiment taper fort sur ce que tu es, ou là où tu es bon.
nous, donc on lance le cabinet en janvier 2013, mais ça s'est fait par la force des choses. En fait, j'étais associé sur un autre cabinet, avec deux autres experts comptables. Ça se passait pas bien. Tu vois, ça se passait pas bien. Et avec Mylène, on s'est rencontrés en cabinet, en fait. Et on s'est rencontrés dans un cabinet avant celui-là où j'étais associé. Et elle est venue bosser dans le cabinet où j'étais associé. Et on a bossé à peu près 2 ans là-bas. Et Mylène, elle me dit, écoute, c'était en août 2012. Elle me dit, depuis que tu es là-bas, tu dépéris. Quand je t'ai connu dans l'autre cabinet, tu étais au taquet, tu étais la super promesse du cabinet, c'était un cabinet plus grand, etc. Et puis là, en fait, depuis que tu es là, tu dépéris. Et elle me dit ça en août. Et il faut qu'on change. Tant pis si on bouffe des pâtes. Parce que je gagnais pas trop mal, malgré tout que je dépérissais. Intellectuellement, c'est compliqué, mais j'avais une bonne rème quand même. Et le problème, c'est qu'en juin, on venait de signer le compromis pour notre maison. On avait mis toutes nos économies dedans à l'époque. Et Mylène, elle me dit, bah, vas-y, tu pars quand même, etc. Je vais voir mes associés, je leur dis, bon, je vais partir. Parce que moi, je me sens pas bien ici, j'ai un reculon, c'est pas possible. Et je voudrais faire comme on avait prévu, je prends mes clients. Mais tu sais, moi, à l'époque, lapin de 6 semaines, j'avais rien signé. On me dit, bah, si tu les veux, tu les payes. Tu vois, donc en fait, je démissionne, mais j'ai plus de clients. Alors qu'à la base, on était parti sur le fait qu'on avait 120 000 euros de portefeuille, donc 10 000 euros par mois de facturé. C'est de la prestat de service, ça nous faisait 5-6 000 euros de salaire, ça nous permettait de payer les trucs en attendant de développer. On se retrouve sans rien. Avec un crédit costaud sur le dos, et on n'avait plus que 10 000 euros en compte, dans les comptes bancaires. Donc en gros, le crédit de 3 000 balles, 10 000 euros dans les comptes, on n'avait même pas 3 mois devant nous. Ouais. Et on venait d'acheter la maison. Et t'as déjà pris la décision et t'as déjà annoncé à tes associés. Ouais, et il me l'en fait à l'envers, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand vous associez avec des gens, vous signez des papiers, les mecs. C'est super important. C'est la base. Et du coup, on se retrouve dans une situation complexe. Bon, Mylène, elle garde la tête froide. Elle me dit, écoute, de toute façon, dans le métier qu'on fait, on retrouvera du boulot. Tant pis, on pourra pas monter peut-être comme on veut le cabinet, mais on trouvera du boulot. Etc. Bon, allez, on se dit, on lance quand même, janvier 2013, on va pour lancer. En décembre, je vais voir le Crédit Agricole, je leur demande 10 000 balles de financement pour acheter les ordinateurs, les licences informatiques, parce qu'à l'époque, tu devais payer tes licences. Aujourd'hui, tout fonctionne en SaaS, tu payes 100 balles et tu as ton logiciel. Aujourd'hui, avant, c'est pas comme ça. Et il nous fallait 10 000 euros. La banque, elle me dit, bon, écoutez, monsieur Perrin, on vous aime bien. Vous avez pris un crédit, là, déjà, sur une maison, et vous et votre compagne, vous êtes au chômage. Donc, en fait, on ne veut pas de financement. On se retrouve à avoir lancé un cabinet sans logiciel, sans client et sans thune. Tu vois ? Et là, pareil, hein, on se dit, bon, en quoi je suis bon ? À l'époque, j'étais une chèvre en commercial, je ne savais pas faire. Mais quand tu n'as pas le choix, c'est quand tu n'as pas le choix, tu y vas, quoi. Donc Mylène, elle se met à gérer le truc, elle se dit, bon, allez, on va trouver des moyens pour obtenir les licences, les logiciels, les ordis. Alors, on va sur ces discounts, on achète les ordis, on les paye en 12 fois, on demande à l'éditeur qu'il nous fasse une remise, un décalage de paiement de au moins 6 mois, etc. On refait le BP, etc. Bref, et le BP, on les présente à la banque, on lui dit, dans 3 ans, on fait 1 million de chiffre d'affaires. Le banquier, il s'est foutu de ma gueule, hein, clairement. Un Crédit Agricole. Maintenant, on s'entend bien. Mais j'aime bien leur dire ça, des fois, de s'entendre, ils rigolent. On s'entend très bien maintenant. C'est un vrai beau partenaire pour nous, pour le coup. Et du coup, je vais faire le tour de toutes les soirées entrepreneurs, tous les endroits où je peux rencontrer des entrepreneurs pour rentrer des clients. Et en 3 mois, même pas, on avait signé 120 000 euros de lettre de mission. Wow. Donc on avait déjà rattrapé ce qu'il fallait. Fin d'année, on avait fini à 270 000 euros de lettre de mission, alors que la profession, tu fais 60, tu vois, en étant dans une bourgade et tout. Donc c'était allé assez vite. Et ce que je voulais illustrer par là, c'est pour le message justement pour les jeunes, c'est qu'en fait, il n'y a jamais rien qui est perdu en fait. Il faut pas perdre confiance dans ses capacités. Il faut avoir envie et il faut y aller en fait. Il faut pas avoir peur. Des noms, tu vas en prendre, c'est la vie, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Par contre, si tu n'as rien fait, tu vas pouvoir le regretter toute ta vie. Donc, faut y aller, c'est tout. Ouais, complètement. C'est hyper intéressant parce que c'est clair qu'à ce moment-là, il y a 10 ans, quand tu es face à tous ces challenges, si on te dit, écoute,
dans 10 ans, tu vas en être là, il y a de fortes probabilités que tu te dises limite, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi. Ah oui, c'est clair. Donc ouais, c'est super inspirant et c'est super intéressant. Merci pour ça. Un tout autre point, j'ai encore quelques questions, mais plus liées au métier de la comptabilité notamment. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment avec l'IA et en lien directement avec la comptabilité, où tu as des outils qui vont directement faire le parallèle entre tes factures, te générer des pré-bilans, améliorer beaucoup de choses. Comment tu vois l'avenir de la comptabilité lié à la technologie et notamment l'intégration de l'IA ? Alors, si tu veux, ouais, je vais te répondre, tu vas voir par un truc assez marrant, c'est pourquoi on a choisi d'ouvrir au Portugal. Parce qu'en fait, au Portugal, ils sont en avance sur la facture électronique, chose qui arrive en France et qui a été décalée derrière. D'accord. Mais en quoi ça a un rapport avec l'IA ? C'est qu'en fait, le rapport entre l'expert comptable et l'entrepreneur, il est complètement différent au Portugal par rapport à ce que tu as en France. Tu vois, en France, aujourd'hui, tu as un confort qui s'est encore installé et que les gens n'arrivent pas à assimiler, qui va s'effondrer, qui est lié au fait que tu fais du réglementaire, ouais. Tu envoies tes TVA, tu envoies tes bilans. Au Portugal, ils n'ont plus ça. En fait, ils doivent avoir créé vraiment un accompagnement avec énormément d'empathie envers le client. Ok. L'intelligence artificielle, en fait, elle va permettre quoi ? Tu as deux écoles. Tu en as qui sont en dépression complète et tu en as d'autres qui se disent c'est une opportunité. Nous, on saisit ça comme une opportunité. Par contre, on n'est pas non plus bisounours à se dire ouais, ça va être magique. Non, ça va être magique si on fait ce qu'il faut. Parce que sinon, ça peut être un vrai cauchemar. Tu vois, il faut quand même arrêter de croire que tiens, tout va se faire tout seul. Non, ça va pas se faire tout seul. Pour que ça marche, l'expert comptable, il doit avoir une nouvelle casquette qui est une casquette énormément liée à des soft skills. Ouais. Être à l'écoute des gens, chose qu'il n'a jamais su faire ou pas assez bien faire. Après, l'expert comptable, il accompagne bien. C'est une des professions quand même qui a le taux de reconnaissance envers les clients qui est les plus élevés. Mais il va devoir former ses équipes à faire ce que les équipes ne savent pas forcément faire. Il va devoir pousser davantage aussi l'accompagnement qu'il donne. Tu vois, en gros, être beaucoup plus proactif que ce qu'il a été jusqu'à présent. C'est à ça que ça va servir l'IA. Donc, t'en as qui vont y arriver, t'en as qui n'y arriveront pas. Faut pas croire que la profession tout entière elle va muter. C'est pas vrai. Il y en a qui vont y arriver, il y en a d'autres non. Et il y en a d'autres qui y perdront beaucoup. Ouais. Voilà. Maintenant. C'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, l'IA va apporter une évolution de la profession, de par le fait que ça va pousser les experts comptables à devoir aller plus loin dans la qualité de service qu'ils fournissent, plus loin dans le conseil qu'ils fournissent, et se positionner vraiment en partenaire compétent qui comprend son client, parce que le reste, chose pour laquelle il était indispensable avant, aujourd'hui la technologie va le faire très bien. Ça devient une commodité. Exactement. Et j'avais pas connaissance du fait que par exemple le marché portugais que tu évoques ici avait déjà intégré pas mal de notions liées à la technologie, qui fait que finalement il est déjà éduqué, ou il a déjà fait ce chemin. Et tu parlais avant de l'université, on n'a pas relevé ce point-là dans le cadre de notre échange. Donc Vision aujourd'hui à l'université, j'imagine que c'est un système de formation qui permet à tout individu qui fait partie de Vision de monter en compétences sur certains sujets, notamment ceux que tu as évoqués. Cette dimension de devenir le partenaire de l'entrepreneur, de pouvoir lui apporter un conseil supplémentaire, de pouvoir être une extension, finalement, un conseil supplémentaire. Voilà. Vous l'enseignez aussi au sein de Vision ? On l'enseigne, oui. Ça, en fait, c'est une des grandes branches de formation que l'on a pour nos experts comptables, en fait. C'est indispensable pour l'avenir, finalement. En fait, on leur apprend à savoir communiquer, à savoir expliquer à leurs clients. On leur apprend toute cette dominante soft skills, en fait. C'est super important. Et moi, je pense que c'est vraiment l'avenir. Après, il n'y a pas de... comment dire ? C'est vraiment l'avenir. Quand tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, tout le monde te dit « Ouais, le soft skill, on va le faire » ou « Ça, on va le faire, on va le faire. » Entre dire et faire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit toujours l'idée, ça vaut rien, seul vaut l'exécution. Ouais. Et je pense que la profession, elle va quand même vivre quelques bouleversements. Parce que au Portugal, tu vois, on le voit quand même, l'expert comptable, on l'approche pas, le comptable certifié, là-bas, c'est son nom officiel, on l'approche pas de la même façon que l'expert comptable en France. Là-bas, il a un bac +3, en France, il y a un bac +8.
En termes d'ego, c'est pas du tout la même chose. Faut être clair, hein. Les Portugais sont beaucoup plus humbles. Bon, voilà. C'est dit, désolé les gars. Ils ont quand même ce côté beaucoup plus humble, tout court. Par contre, des fois, leur humilité, ça leur joue aussi des tours. Parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Et il y a besoin d'avoir confiance aussi pour réussir. Tu vois, il faut trouver un équilibre. Mais en tout cas, ce qu'on voit, qu'on constate fortement, c'est que s'ils ne sont pas en mesure d'offrir une information très claire avec des outils super avancés, ils sont en panique totale au Portugal. Ok. Parce qu'en fait, leur presta, elle est basée sur ça. Elle n'est plus du tout basée sur la TVA. Le fisc qui te calcule une pré-TVA là-bas. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et après, le comptable, il va dire, tiens, il manque quelques factures, monsieur l'administration, il faut les ajouter. Mais le client, en fait, pour avoir déjà un ordre d'idée de ce que sa boîte fait, il l'a sur le portail des impôts. C'est un délire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Okay. Donc en fait, le rôle du comptable certifié, il est très différent. Et sans les outils, sans la capacité à expliquer et la capacité à vendre, il se fait bouffer le comptable. Ok. C'est intéressant pour vous parce que ça permet d'apporter justement une utilité, une légitimité supplémentaire au fait d'intégrer un réseau comme Vision là-bas. Et puis vous, ça vous permet d'avoir poussé encore plus la qualité de service, la qualité du produit, de la plateforme, de la techno derrière tout ça. Exactement. Ouais. Donc voilà, sur l'évolution du métier, voilà, ça sera... Personne ne connaît le futur. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Je pense que ça, c'est assez factuel. Après, quand je vois les confrères dans la profession, comme je disais tout à l'heure, tu as de tout type de profils. Donc, tu en as qui vont tirer leur épingle du jeu, tu en as d'autres non. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'ai cette croyance forte qui est que exercer dans le futur en indépendant absolu, ça sera compliqué dans ce métier-là parce que s'il y a un gros phénomène de concentration dans la compta, parce qu'en fait, tout le monde se rend compte qu'il faut avoir une taille critique pour avoir certains services. Mais tu en as certains qui disent non, moi ça va aller, moi c'est bon. Je vous le souhaite. Mais je pense qu'à moins d'être sur une niche vraiment particulière et d'avoir ton réseau qui t'alimente non-stop, l'expert comptable plus tradi va avoir du mal à rester indépendant et à bien s'en sortir. Parce que les marges vont s'effondrer quand même. Les formations, l'état d'esprit des équipes, il faut que ça change. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Après, c'est pas... Moi, ça me fait pas peur, mais il faut en avoir conscience, quoi. C'est tout. Très intéressant, très intéressant. Merci pour tous ces éléments. J'ai adoré cet échange, j'ai adoré cet épisode. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir avec le like sur toutes les plateformes, le commentaire sous cette vidéo YouTube et aussi le petit commentaire sur l'article LinkedIn. Maintenant, à chaque fois qu'on sort un épisode, on partage ça sur LinkedIn et ça cartonne. C'est super chouette. Merci pour tout votre soutien. Dernière question que j'ai envie de te poser, que je pose à chaque invité qu'on a ici sur le déclic, c'est est-ce que tu peux nous partager un événement, un élément, une citation, une simple phrase, peu importe, qui a littéralement créé une transformation, j'ai envie de dire, identitaire chez toi, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel, un vrai déclic que tu n'as peut-être jamais partagé de toute ta vie dans une interview, et en tout cas que tu n'as pas partagé dans cet épisode. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Moi, je te dirais, pour le coup, je pense que le plus gros déclic qu'il y a... Enfin, pour réussir à faire des choses, je pense que tu as plusieurs virages que tu dois bien saisir ou pas. Mais pour le coup, moi, je pense que le plus important de tous, c'est, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quand, en fait, on se retrouve en 2012 vraiment compliqué, où je ne m'épanouis pas, et où, en fait, ma femme, Mylène, me dit, allez, on lance notre truc. On laisse tout, on lance notre truc, tant pis, si on mange des pâtes, on mange des pâtes. Et là, pour moi, ça, c'était le plus gros truc, c'est de passer du confort que tu penses avoir en étant salarié à l'inconfort ou de l'entreprise. Et ça, c'était un moment qui était extraordinaire pour moi, c'était de devenir entrepreneur. Parce qu'en fait, je dis tout le temps, j'ai 3 enfants, il y en a 2 qui comptent plus que le 3e,
même si c'est le troisième qui donne à manger à tous les autres, tu vois. Parce que la boîte, c'est quand même notre troisième enfant avec Mylène. Et du coup, voilà, pour moi, c'était le plus gros déclic. Et c'est vrai que si tu veux, c'est un machin que j'ai pu constater dans chez plein de potes entrepreneurs. Quand tu es quand même avec la bonne personne, c'est une force qui est assez extraordinaire. Parce qu'elle te pousse tout le temps. Bon, on va prendre un exemple encore mieux. Barack Obama, il est rien sans son épouse. Moi, je pense que oui, sans la bonne personne, t'es pas du tout aussi bon. Et moi, le déclic, ça a été ça. C'était d'enfin trouver quelqu'un qui était là pour me pousser, m'aider, etc. Parce que, tu sais, je le disais, je suis d'origine portugaise. Mon père, et ma mère aussi, mon père encore pire, lui, c'était, tu commences dans une boîte, tu finis dans cette boîte. Ça s'arrête. Là, il était chez Bouygues, il a fini sa carte chez Bouygues, quoi. Et quand j'ai démissionné de diverses boîtes pour aller pour apprendre d'autres choses, chaque fois il me disait t'es fou et compagnie. Et là en fait c'est vrai que d'avoir eu la bonne personne qui me suivait dans ça, qui était, elle est pas peur, pareil, voilà, on met tout ce qu'on a créé 1,2 million sur le nouveau projet sans certitude de réussite et tout. Ça pour moi c'est le truc fort, quoi. Voilà. Merci Joël. C'est moi, merci encore pour ce moment, c'était super sympa. C'est toujours sympa de raconter sa vie, pour les gens qui ne le savent pas. Mais voilà. Avec plaisir, merci. C'est moi.